Gros album de Fonce D, hein, là ce que j'ai mis. Gros truc à écouter avec 2 pilons dans la gueule, couché sur le lit quoi. Hop, le café est là. Je vous ai mis le lien de l'album dans le chat. Ah là là. Oui, je me suis mis à la vape. Absolument. Comme ça, j'ai plus à faire de pause club, je vais pouvoir vaper pendant tout le live. Parce que c'est moins grave. Alors il y en a, ils se cachent pour vaper, mais vous voyez d'où je viens, moi. Voilà, on va pas se cacher les. Hein, bon, voilà, bon, hein, bon. C'est pas. C'est pas pareil, tu vois, c'est pas pareil. Bref. Psartek, la cafetière de gauche. Bah ouais, cafetière italienne, ça c'est 100% de gauche. 100% café d'étudiant, tu vois, ça sent le café d'étudiant. Mais ouais, faudrait peut-être que je me prenne une vraie machine à café avec percolateur, machin, mes couilles, le truc énorme là. Le problème c'est que quand c'est en panne, hein. Alors que ça c'est jamais en panne ça. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Super premier pas, bah ouais, ça me permet de réduire la clope de ouf. Hein. Genre je peux passer 3-4 heures sans allumer de clope avec ça. Bon, au bout d'un moment, des fois j'allume des clopes, mais quand même ça aide, hein. Ça aide pas mal. Il y a des vapes en forme de pipe. Oui, bah écoute, moi j'ai une vape en forme de vape. Déjà, on va essayer de trouver. Tu sais, c'est déjà chiant de trouver la bonne vape qui te va bien et tout. Donc, si. On va pas la choisir parce qu'elle a une forme rigolote. Bon, aujourd'hui, on va parler. Je sais que ça vous fait chier d'avance. On va parler des régionales, mais on va essayer de dire des trucs qui n'ont pas trop été entendus sur les plateaux. Parce que, en fait, ce qui s'est passé, vous avez vu le OLG de lundi sur les paris sportifs. J'entends un bruit là. Ah non, c'est la zig derrière encore. Bon. Vous avez vu le OLG de lundi sur les paris sportifs, j'espère. Si vous ne l'avez pas vu, il est dispo. Oh, c'est pas un gros carton, hein. C'est pas un gros carton, paris sportif. Mais bon, moi je m'étais dit, j'ai commencé à regarder la soirée électorale à partir de 18h, un truc comme ça. 19h. J'ai commencé à faire des captures. Et à me dire, et si je bousculais genre, comme j'ai déjà fait hein, de temps en temps, c'est déjà arrivé quand il y a des épisodes full voix off. Il est déjà arrivé que, en fait, on avait tourné autre chose et puis on vous a diffusé un truc qui était plus en phase avec l'actualité. Et là, j'ai failli dire, ah, vas-y, les paris sportifs, je sais pas. Peut-être que. Parce que là, je regardais les plateaux, ils m'énervaient tous, ils disaient des bêtises. Ils disaient des grosses bêtises et ça m'agaçait. Et donc, je me suis dit, vas-y, j'ai commencé à capturer des bouts, à noter des trucs. Et à faire, bon tant pis, je vais y passer la nuit, je vais crever de fatigue. Mais c'est pas grave, allez on fait un OLG à l'emporte-pièce, un truc en pure voix off. Et puis bon, j'ai demandé conseil un petit peu autour de moi, on m'a dit mais non, mais vas-y, mais balance celui sur les paris sportifs. Je suis bon, d'accord. Parce que franchement ça m'aurait claqué, mais j'avais des trucs à dire, donc c'est pas grave. On va faire, je me suis dit c'est pas grave, je mets ça de côté, on parlera des régionales dans le live de mercredi. C'est vraiment, c'est pas grave. Hein, bon, hein, on a le temps. Qu'est-ce qu'on avait aujourd'hui? Oui, quand même, il y a quand même un papier aujourd'hui que vous avez peut-être vu dans tous vos titres de presse, parce qu'il y a un nouveau rapport du GIEC. Donc on va sans doute commencer par ça. Mais je l'ai mis où l'article de Libé sur le rapport du GIEC? Qu'est-ce que j'en ai fait? Parce que je pense qu'on va commencer par ça. Ah bah voilà, il est là. Ok. Bon, mais je suis pas un peu bas là. Un peu bas là. Voilà. Et on dirait que je suis comme ça. Vous avez la forme, vous? Vous avez la grosse forme? C'était en voix off? Bah non, c'était pas en voix off. Hein, on va commencer par ça. Mais d'abord, évidemment, je vais remercier les gens qui ont soutenu la chaîne entre-temps. Depuis, voilà, il y a 11 minutes, il y a 50 minutes, voilà, il y a 58 minutes, il y avait Darth Sama. Milenzi, il y a 11 minutes, merci à toi Milenzi, merci Jonfi qui dit c'est les noces de gauche ou alors elle dure 5 ans, merci pour ton taf essentiel, 5 mois d'abonnement, merci à toi. Merci The Flying Caribou, merci aux occupants des théâtres, aux syndicats pour l'obtention de la suspension de la réforme chômage, absolument. Ça, c'était l'info de hier, je crois. C'était la grosse info d'hier. On en a parlé, évidemment, sur ce stream. On vous a dit que la réforme... Alors, c'est un aspect de la réforme de l'assurance chômage. C'était sur les modes de calcul des allocations.
Et c'était un petit peu n'importe quoi, la copie qu'avait rendue le gouvernement, et le Conseil d'État a encore une fois décidé de sanctionner parce que c'était n'importe quoi, justement. Et il a fait valoir l'idée que dans un contexte économique incertain, de toute façon c'était pas le moment de faire ce genre de réforme, c'était dangereux, mais en plus il y avait des problèmes de toute façon de mode de calcul, de trucs qui étaient prévus, pas prévus, enfin ça sentait l'amateurisme en gros. Merci TTMFG qui dit 4 mois déjà, comme d'hab, merci pour le taf. Et si les gens disent bravo aux syndicats, c'est parce que ce sont les syndicats qui ont saisi le Conseil d'État pour que le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative, rende une décision sur ces trucs-là. Hein. Quand les gens disent les syndicats ça sert à rien, ou que des cortèges CGT se font taper à coups de CGT collabo, moi ça m'énerve un petit peu. Les syndicats ça sert à plein de trucs, dont ça. Bonjour à toutes, me dit Jean-Bac Jourdain, merci Red Butcher 35, merci Azaron de Retora, merci Mirou Pellerin, Griffu, Beckbenzen, N de Jaham qui dit merci pour ton taf, impatient de vivre la campagne ensemble. Oh bah on va en parler parce que je crois que je vais faire un petit set annonce. Parce que je vous l'ai dit à la fin de l'épisode sur les paris sportifs, si vous l'avez pas vu, c'est le dernier épisode de la saison. Lundi, c'est le dernier. Merci à Skojlungard, merci à Boussinesque06 qui dit salut Usul, merci pour ton travail et celui d'Host, donc des matinales de Host. Merci King of Kings, Normanos et Lucien Lanard pour les beats. Voilà. Qu'est-ce qu'on disait d'autre? Yo Usul, je te suis depuis le lycée, aujourd'hui j'approche de la trentaine et à cause de ces idées de gauchistes, j'ai raté l'ascenseur social, mais je peux quand même te payer une pinte ce mois-ci. Bah merci à toi. Et merci à Ctrl Z 3000 et Losange Gros Chiffre qui soutient fidèlement la chaîne qui est souvent là. C'est pas un peu fort les salauds là? Bon, je sais pas. C'est un peu fort hein les salauds, non? Il me semble. On va baisser un peu les salauds. Voilà. Quitte à monter un peu la zik, c'est pas grave. Voilà. Non mais oui mais merci Captain Freebird, oui youpi, belle journée, merci pour le taf, continue comme ça. On va commencer. Là j'ai baissé un peu les salauds là, j'ai baissé un peu. Et merci Canicine. Et bonjour Mémé qui est venue, regardez elle est venue vous voir. Elle préfère monter sur ma chemise neuve, comme ça il y aura des petites griffes dedans. Voilà. Descends quand même un peu, descends. Voilà. Regardez-moi ça. Voilà, vous avez vu Mémé. Mémé elle pue de la gueule, à chaque fois qu'elle se frotte à mon zen, après ça daube un peu. Merci Unoflotiste et Canicine, non j'ai déjà dit ça. Mais ça on l'a déjà dit. Et Griffu qui me suit depuis le 3615 et qui pense qu'il est pas le seul que j'ai politisé via cette passion vidéoludique de merde capitaliste. Bon c'est pas de la merde capitaliste le jeu vidéo, c'est pas forcément, c'est pas consubstantiel au capitalisme le jeu vidéo. Merci Grenac qui dit quelle année et bonjour Mémé. Merci Lexi Ramt et Monsieur de la Fox qui dit salut la compagnie. Est-ce que vous avez vu le zapping de l'année de Mr. Fox? Merci Losange Gros Chiffre encore une fois. Vous avez vu le zapping? On va le mettre dans le chat. Le zapping de l'année, le zapping YouTube. Hein Mémé, toi tu l'as vu toi? Non toi tu l'as pas vu toi, je l'ai pas regardé. Je l'ai pas regardé ici. Zapping YouTube 2020. Voilà. Je vais vous mettre un extrait, tiens, voilà, on va faire la promo jusqu'au bout, parce que j'ai un peu de promo à faire pour d'autres gens. Je vais vous mettre un petit extrait du zapping de Mr. Fox. Alors je sais pas si je mets l'intro, ouais, je vais mettre l'intro, allez, je vais mettre l'intro. Je vais mettre l'intro et puis je vais mettre un petit peu plus loin, comme ça vous verrez... Je vais être obligé de couper la zik. Comme ça vous verrez un petit peu si vous ne connaissez pas le zapping YouTube de Mr. Fox. Merci Saint-Le-Laurent, yop, je suis pas québécois mais bourguignon. Ah oui, le Saint-Laurent. Et merci Dr Kerry qui dit 8 mois de gauche, bon courage et bonne continuation Usul et Mémé. Mémé tu me donnes chaud là à me grimper dessus alors qu'il fait chaud. Alors, le zapping YouTube, vous connaissez le zapping YouTube? Je vous ai déjà fait raider Mr. Fox, parce que Mr. Fox, il débriefait un petit peu, il préparait son zapping YouTube avec, en live sur Twitch avec des gens. Et donc il mettait des extraits de côté, mois après mois, il a mis des extraits de côté pour voir ce qu'il y avait d'intéressant sur YouTube.
On va regarder ce que ça donne, au moins un petit peu, peut-être pas le début, faut peut-être pas regarder le début, parce qu'il y a toute une narration, vous vous doutez bien, c'est-à-dire on démarre avec janvier, il n'y avait pas la pandémie. Vous vous rappelez de 2020 ? Remember 2020, on va mettre au pif, voilà, on va mettre au pif, allez, on met là, je sais pas ce qu'il y a, le confinement, voilà, on a, merci Omeni, qui a renouvelé l'abonnement que lui avait offert à la base Losange Gros Chiffre, on va mettre, voilà, la période du confinement, pour voir ce qu'il en a retenu dans le zapping. On va peut-être mettre full screen, comme ça il y a toutes les infos, voilà. Hop, on va regarder ensemble, je sais pas, 5 minutes de zapping à la cool. Merci Ibam, merci Ibam pour le prime. Allons-y. C'est fort, hein? Oh, ah, ça, t'as bougé! Il a bougé! Vous l'avez vu? On se faisait chier, hein? Je m'ennuie. Je me suis baladé sur les quais. Pauvre connard. Mais il fait super beau. Tu te rends compte que par ta stupidité, J'avais mon attestation. On peut rester confiné 250 ans. Débile mental. En effet, les consignes n'ont pas été respectées. Les gens sont sortis boire des coups jusqu'au bout, ils ont barguigné jusqu'à ce qu'on les menace d'une amende de 135 € et même d'une peine de prison pour les récidivistes, allons-y, soyons fous. En gros, les gens n'ont pas immédiatement consenti à l'autorité. Bande d'enfoirés de merde à la con, c'est à cause de vous qu'il y a la contagion. On vous demande pas de vous engager dans l'armée, mais juste de rester sur votre canapé. Mais vous continuez vos petites affaires, je vous le dis franchement, vous êtes tous des débiles. Le coronavirus a franchi nos frontières, c'est pas comme le nuage de Tchernobyl. Qu'est-ce que tu foutais dehors, mon ami? T'as pas regardé Macron hier? Restez chez vous! Donc tu restes chez vous! Enfin chez toi! Enfin c'est chez toi aussi! C'est chez moi! Tu restes là! On ne bouge pas d'ici pendant 15 jours et brava! Hein quoi? Ça te fait chier? Tu penses que ça te fait chier à moi? Hein? Allez chercher 34 kilos de pain, 1000 kilos de riz et 12 000 rouleaux de PQ? Hein? Et encore? Je pense que je l'ai pas pris assez, tu sais. Hein? Pourquoi? Vous me faites chier! Hein? D'ailleurs, ce formulaire, on en parle ou pas? À chaque fois que tu sors de chez toi, faut vraiment avoir une bonne raison. Ça fout une pression de ouf, tu sais. Eh vous? Moi? Quel est votre motif d'attestation? Ah non, bah c'est bon, hein, je l'ai faite, hein. Je vais chez mon plan cul. On va faire des trucs ultra sales. Peut-on leur en vouloir? Bon, bref. Putain, turbo cancel maintenant, c'est bon, c'est acté, hein. Norman, le consentement. Ouais, ça cringe ça. Hein. Bah écoutez, c'est YouTube. Hein. Alors il y a des gens qui ont dit, j'ai vu Maudie, hein. Maudie elle a laissé un commentaire sous le... Hein, tu l'as sans doute vu aussi, Mr. Fox. Maudie elle a laissé un commentaire sous le truc de Mr. Fox en disant j'ai survolé un peu le truc pour voir si ça allait me convenir et en fait j'ai vu que des mecs. Et Mr. Fox il a fait un zapping à la mesure du YouTube qu'il regarde. Hein. Il a toujours dit bon ça c'est mon zapping. Y a des gens par exemple qui lui reprochent que c'est un zapping peut-être un peu trop de gauche. Et là en l'occurrence Maudie c'est pas ça qu'elle va lui reprocher, c'est un zapping un petit peu trop masculin, hein, c'est un petit peu trop le YouTube mec, et que du coup ça rajoute à l'invisibilisation des meufs sur YouTube. C'est pas faux. C'est pas faux, je pense que s'il y a un zapping ultérieur, peut-être que Mr. Fox aurait intérêt à essayer de chercher un petit peu plus de chaînes meufs. Mais bon, je vois ce que tu réponds, c'est moi, je vais faire un zapping avec le YouTube que je regarde. Bon, bah tu regardes un YouTube de mec blanc de gauche de 30 ans, quoi. Donc voilà, ouais j'ai vu, mais bon il y a quand même Développeuse du Dimanche, Cinémaniac, Cinéma et Politique, mais je vais pas non plus faire passer le zapping pour un truc paritaire. Non, bah non, tu peux pas. De fait, tu peux pas. Oui, mais là, c'est mal barré. Mais n'hésitez pas quand même à aller y jeter un oeil. Il y a beaucoup de trucs. Ça prend 2h30, quand même. 2h30. Vous pouvez le faire en plusieurs fois, hein, évidemment, il n'y a pas de souci. Et en effet, c'est un zapping de mec blanc de gauche. Si vous êtes un mec blanc de gauche, ça vous choquera peut-être moins. Bon, Mémé, tu me tiens vraiment chaud. Parce que là, Mémé plus le café, ça fait vraiment très très chaud. Voilà.
Ah oui, oui, les médailles, ça dégage. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? De quoi je voulais faire la promo aussi? Oui, je voulais faire la promo dans un autre genre, du coup. Je voulais faire la... Oui, bah comme OLG, bah, c'est pour ça qu'il y a OLG dedans, hein. OLG, c'est fait par des trentenaires blancs de gauche. Donc, tac, je voulais... Ah oui, voilà. Tac. Je voulais faire la promo parce que la campagne de financement n'est pas terminée. Et que vous connaissez peut-être Sophia de Game Spectrum, que j'avais reçu en live une fois, qui faisait des documentaires sur le jeu vidéo. Alors, merci Anyushka qui dit toujours un plaisir de te suivre, Usul, merci pour ce que tu fais, je suis un peu à la bourre, j'ai pas manqué trop de choses aujourd'hui. Non, on est toujours dans l'intro là, c'est une longue intro, mais c'est une intro. Merci Abdelend qui dit salut les coupings de mon bord, abonné depuis un moment, c'est mon premier live, jusqu'à maintenant je me suis tapé tous les vidéos avec une semaine de décalage sur YouTube. Ah bah voilà, bah maintenant t'auras tout à temps. Et donc, eh bien Sophia et plusieurs dizaines d'autres personnes lancent un média. Et c'est un nouveau média, et c'est pour le coup relativement, c'est tellement nouveau que c'est une première. Je crois qu'elles ont dit, dans une des vidéos, elles ont dit c'est même une première dans le monde. C'est le premier média audiovisuel transféministe en France. C'est-à-dire c'est le premier média qui est entièrement animé, produit, écrit par des personnes trans, mais pas pour des personnes trans. Hein. Ça va traiter de sujets de transidentité, mais pas seulement aussi. Alors il y a déjà des vidéos qui sont produites sur leur compte YouTube. Je vais essayer de vous retrouver le compte YouTube XY Media. Mais il y a une campagne de financement, c'est pour ça que je vous en parle. Une campagne de financement qui est déjà un succès, d'ores et déjà un succès, puisqu'on est à 310% de remplissage, j'ai envie de dire. Voilà, XY Media, top. Je vais vous montrer un petit peu la page YouTube pour voir ce qui a d'ores et déjà été produit. Je sais pas si vous voyez, attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? Oui, c'est bon. Voilà, donc un truc par exemple sur la loi contre la prostitution, le bilan de ces 5 ans, vous voyez, c'est pas nécessairement quelque chose qui va concerner que les personnes trans, mais on sait aussi que, voilà, donc socialisme, l'argument trans pour le socialisme, les violences transmisogynes, être trans c'est noir, la visibilité trans, la transition quand on est noir, etc. Ce que je dis souvent, c'est vrai que les questions de transidentité, elles commencent à être traitées dans les grands médias. Au mieux c'est un peu maladroit, au pire ça peut être même carrément catastrophique. Donc si vous voulez soutenir un des premiers médias entièrement transféministes, hein, merci Gerseval16, eh bien voilà, le Kiss Kiss Bang Bang, je vous mets aussi le lien dans le chat, je pense qu'il y a des modos qui l'ont fait juste avant. Voilà, merci Rio04, toujours fidèle au poste. Et voilà. Usul, spectateur de Simon Collin. Non, mais c'est parce qu'il y avait eu un article dans Arrêt sur Image sur Simon Collin, et j'ai découvert ça parce que je connaissais pas du tout. Et c'est quand même assez dingue. C'est vraiment dans un autre genre. Hein. Regardez plutôt XY Media, ça vaut mieux. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais faire d'autre comme promo pendant que j'y suis? Qu'est-ce que je voulais faire d'autre comme promo? Ah oui, il y a le truc de Jean là qui démarre demain à 20h, là, Jean Massier, Acropolis, Jean Police d'Acromassier. Jean Castex d'Acromassier, il démarre un nouveau truc demain à 20h, genre parler de politique autrement, etc. Donc je crois que ça va être sur sa chaîne à lui. Et moi je regarderai un petit peu ce que c'est. Voilà, c'est tout ce que je voulais faire comme pub pour aujourd'hui. Sans trop en dire, hein, moi je sais un peu ce qu'il va faire, Jean, mais je peux pas vous dire vu que lui il fait le suspense. Mais ouais, hein, pas de spoil, hein. Moi je fais pas de spoil, je dis juste c'est demain à 20h sur sa chaîne et il tease depuis 2 semaines là. Donc voilà, normalement ça devrait être sympa. Jean Castex serait sur la sellette avec Véran d'après les rumeurs. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il est sur la sellette, Jean Castex? Jean Calice d'Acropastex. Ça devient de plus en plus n'importe quoi cette histoire. Merci Ravs. J'espère que j'ai raté personne entre temps. Putain, je crois que j'ai bu trop de café. C'est vrai que j'ai bu un premier café au réveil, ensuite un double expresso pendant que je préparais la revue de presse. Ravs qui dit merci pour le taf. J'ai raté Cellule Lessa. Gerseval c'est fait. Abdelen c'est fait. Voilà, bon tout ça, le reste c'est fait, c'est bon. C'est ok. Ils cherchent des fusibles à faire sauter avec les régionales, après les régionales. Bon, on va parler des régionales, hein, de toute façon, un petit peu après. Mais je voudrais qu'on commence par, quand même,
Hein, maintenant que, hop, j'ai fait tous les coups de promo, j'ai fait quoi? J'ai fait Mr. Fox, j'ai fait XY Media, et j'ai fait Jean Massier. Voilà, donc ça, tout ça, c'est bon. Pour vous tenir au courant. Et puis, ouais, le dernier OLG. Dernier OLG, par contre, je me mets pas en vacances en juillet. Hein, en juillet, on continue. Je pense qu'en août, je vais pas être très productif, ne serait-ce que parce que j'ai déjà 2 semaines de vraies vacances de prévues. Partir pas trop loin, mais partir un peu à la campagne, quoi, parce que Lyon, c'est quand même assez étouffant l'été, donc... je crois qu'il y a eu une semaine où je vais au camping. Putain, ça va être trop bien, le camping, quoi. Le camping, quoi. Comme quand j'étais petit. Bref. Donc du coup, moi, je vais continuer les streams en juillet. J'aurai des trucs en juillet. Et sinon, après tout ça, on reprend avec une nouvelle formule. Ah oui, ça, je peux vous le dire. On reprend avec une nouvelle formule à la rentrée, mais on reprend à la rentrée avec Mediapart. Ne vous en faites pas, c'est une année présidentielle, donc vous doutez bien que j'ai prévu des trucs. Vous doutez bien que je vais pas vous laisser comme ça devant ce paysage politique apocalyptique. Et puisqu'on parle d'apocalypse, eh bien le dernier rapport du GIEC, enfin un rapport, en tout cas une communication du GIEC, un projet de rapport, voilà, un résumé du projet de rapport du GIEC. Donc le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Extinction, pénurie d'eau, exode, l'alerte apocalyptique du GIEC sur le changement climatique. Ça rigole pas, hein, ça rigole vraiment plus. Bon, la photo déjà, bon, hein, tu sens bien que moi j'ai pas trop envie que la Terre elle soit craquelée comme ça, hein, c'est pas ouf. Hein. Ça donne pas envie la Terre toute craquelée. Merci. Monsieur Prime Live qui dit bonjour à tous, j'arrive à temps pour le vote. Il n'y a plus de vote, c'est fini la démocratie. C'est fini la démocratie participative. Je fais ma propre hiérarchie de l'information parce que vous votez mal. Vous votez jamais comme je veux. Donc c'est fini, voilà. On dirait mon jardin. Alors, un enfant se trouvait sur un sol asséché dans les environs de Tegucigalpa, la capitale du Honduras. Quoi ? Le Honduras a une capitale dont j'ai jamais entendu parler. Vous faisiez pas le jeu des capitales vous, quand vous fumiez des joints, quand vous étiez jeune? Où fallait dire, tu disais un pays, et celui qui disait la capitale, c'était celui-là que tu faisais tourner en premier. Et bah voilà, si c'était le Honduras, j'aurais jamais fumé, moi. Bon. Hein, le jeu des capitales. Bon, maintenant, vous le savez. Une des villes les plus dangereuses du monde, la capitale du Honduras. Ah ouais. Oulan-Bator. C'était un peu toujours les mêmes qui tombaient quand même. Le Honduras a une capitale. Bon bref, c'était pas le sujet. Putain j'ai chaud, c'est chaud. La vie sur Terre. Bon allez, on va lire l'article de Libération qui pour le coup est à peu près une reprise de... Il y a marqué Libération et AFP. Ça veut dire qu'ils ont un peu brodé sur une dépêche AFP un peu longue. La vie sur Terre peut se remettre d'un changement climatique majeur en évoluant vers de nouvelles espèces et en créant de nouveaux écosystèmes. L'humanité ne le peut pas. On ne peut pas être plus clair. Dans le futur rapport de près de 4000 pages, waouh, ça fait beaucoup 4000 pages, destiné à être publié en février 2022, mais dont le résumé technique a été obtenu ce mercredi en avant-première par l'AFP, les centaines de scientifiques composant le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat alertent sur les conséquences dramatiques du dérèglement climatique. Parce que c'est une chose de dire il va faire plus chaud, mais enfin au bout d'un moment quand même, ça a des conséquences très concrètes sur les cultures, sur les récoltes, sur les populations, sur les terrains, sur les sols, sur l'eau évidemment, sur plein de trucs, ça va bouleverser la vie de l'humanité sur Terre. Quel que soit le rythme de réduction, et là c'est ça un petit peu je crois la nouveauté de ce nouveau pré-rapport là, enfin ce projet de compte-rendu de pré-rapport de projet de 4000 pages, quel que soit le rythme de réduction des émissions de gaz à effet de serre, les impacts dévastateurs du réchauffement sur la nature et l'humanité vont s'accélérer, assure-t-il, bien plus alarmistes que lors de leur dernier rapport d'évaluation complet en 2014. La vie sur Terre, telle que nous la connaissons, sera inéluctablement transformée, et je crois que c'est ça la nouveauté, bien avant 2050. Et nous sommes déjà en 2021, donc dans les 20 ans qui viennent, ça va chauffer, quoi. Si l'accord de Paris de 2015 engage les signataires à limiter le réchauffement à plus de 2 degrés par rapport à l'ère pré-industrielle, et si possible à plus 1,5 degrés, mais qui y croit ici, le GIEC estime désormais que dépasser plus 1,5 degrés pourrait déjà entraîner progressivement des conséquences graves pendant des siècles
et parfois irréversible. Or, selon l'Organisation météorologique mondiale, je savais même pas que ça existait ça, la probabilité que le seuil de plus 1,5 degré soit dépassé dès 2025 est déjà de 40%. Donc c'est mort, hein, merci les poches. Le capitalisme nous a déjà foutu dans la merde. Parce que là, vous pouvez pas foutre ça sur le dos de l'islam politique, vous pouvez pas foutre ça sur le dos des communistes, je suis désolé, ce mode de production-là, qui est pas foutu de se réformer, qui a phagocyté jusqu'au système de décision politique pour pas qu'on bifurque, pas qu'on change de mode de production, ce mode de production-là nous a condamnés à ce réchauffement. J'aimerais bien qu'on commence à en dresser un petit peu le bilan, hein, à un moment, ça serait peut-être pas mal. C'est ça qui est terrible, c'est que je pense que le temps qu'on arrive à combattre le capitalisme un petit peu efficacement, c'est-à-dire les multinationales, qu'on arrive à réformer le régime de propriété, le régime de travail, etc., j'ai l'impression qu'en fait, le jour où, en gros, une vraie gauche réformée, enfin une vraie gauche qui a intégré tous les acquis de l'écologie, intégré tout le travail de l'altermondialisme, d'attaque, de tous ces trucs-là, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais cette gauche-là, le temps qu'elle arrive au pouvoir, en fait, elle va juste gérer les dégâts des capitalistes et les dégâts des gouvernements capitalistes successifs, quoi. Merci Andy the Feu pour ton prime. Et on va gérer la galère, quoi. On va gérer la pénurie, on va balayer, on va être la voiture balai du capitalisme. Hein, merci Gaomir, merci Jules pour ton travail, je te suis depuis l'époque du 3615 avec Monté et Laëlia, vous êtes mon trio que je suis régulièrement, force à toi camarade, merci beaucoup. Sans compter que je parle des capitalistes, mais la roue de secours aussi du capitalisme, c'est le fascisme. Hein. Il n'y a que avec des systèmes de plus en plus autoritaires qui vont parvenir à garder leur mode de production tel quel et à contenir les mouvements sociaux qui aimeraient qu'on fasse des réformes beaucoup plus ambitieuses, notamment en matière de climat et de justice sociale. Vous voyez bien, vous avez bien vu, hein, vous avez vu avec Trump, vous avez vu avec Bolsonaro, vous avez vu que partout l'extrême droite est anti-écologiste. Hein, alors ils vont nous feinter avec le localisme, des petits trucs comme ça en mode quelle est l'intersection là où vraiment on peut croiser discours pseudo-écolo et discours patriote facho là, comment on va faire? Ils ont trouvé le localisme. Le problème, c'est qu'un des meilleurs modes de domination pour que les gens ferment leur gueule, un des meilleurs modes de domination et un des plus rentables, c'est le capitalisme. Parce qu'en fait, tu soumets les gens par le travail, par leur place dans l'appareil de production. Le capitalisme qui peut tout à fait s'accommoder de toutes les autres discriminations, au contraire, elle le renforce, c'est formidable. On a un capitalisme qui est genré, dans lequel les femmes vont avoir une place précise pour faire tourner l'appareil, dans laquelle les racisés ont aussi une place précise, les places les plus subalternes, les discriminations jouent un rôle positif dans l'ordre social. Enfin, je veux dire, ce système, il est tellement bien foutu, tellement bien huilé, ce système de domination qui repose sur le capitalisme, que je vois pas comment des fachos, aujourd'hui, pourrait rêver de quelque chose de mieux. Parce qu'il y a d'autres systèmes de domination dans lesquels, par exemple, il y a des systèmes de domination qui coûtent cher. Tu vois, dans une certaine mesure, la colonisation, par exemple, a coûté aussi du pognon. On le dit pas parce que, bon, mais il y a un moment, parce que ça a rapporté aussi énormément à des puissances capitalistes. Mais c'est aussi des moments où des États ont mis au service leur armée, leur appareil de l'État, pour permettre à des prédateurs capitalistes d'aller exploiter ailleurs, mais ça a coûté à l'État aussi finalement. Le capitalisme, magiquement, rapporte. Tu soumets les gens et en plus ça te rapporte du pognon, quoi. Vous voyez l'idée? Alors que la religion, c'est pour ça que je pensais à la colonisation, je pensais pas à l'aspect marchand, mais surtout, par exemple, faire de l'évangélisme. Eh ben, faut payer pour aller évangéliser, machin, et ça rapporte pas de pognon, cette histoire. Il faut payer pour soumettre. Payer pour soumettre, ça coûte de l'énergie, ça coûte du temps, c'est pas le meilleur truc, quoi. Alors que soumettre avec le pognon, je veux dire, on est toujours dans un système néocolonial dans lequel aujourd'hui, maintenant, pour soumettre les pays dits du tiers-monde, qui ont essayé de se rebeller un petit peu à un moment, pour les soumettre maintenant, eh ben, on leur impose des règles commerciales, voilà, bah ça marche bien, ça marche beaucoup mieux. C'est beaucoup plus fin, et en plus c'est rentable. Là, la fortune de l'Occident, elle est bâtie sur quoi? Elle s'est pas effondrée avec la fin de la colonisation, c'est qu'il y a une autre forme de colonisation qui s'est mise en place. C'est ça aussi le néocolonialisme, quoi. Et donc le capitalisme, c'est une espèce de forme ultime de domination. Je vois pas pourquoi les fascistes s'en passeraient. Les fascistes, en fait, sont fascinés par ce truc-là, quoi. Bref, selon les chercheurs, même en limitant la hausse à 2 degrés, jusqu'à 80 millions de personnes supplémentaires seront touchées par la malnutrition d'ici 2050. Et 400 millions de plus seront exposés aux pénuries d'eau dans les villes. Donc l'extrême droite, ce que je voulais dire, c'est que l'extrême droite ne réformera pas
le capitalisme et au contraire sera le meilleur allié pour que ce mode de production perdure. Systématiquement. Dans la prochaine décennie, 130 millions pourraient tomber dans la pauvreté extrême. Et vous ajoutez à ça les désordres sociaux que ça va créer. Et donc, il va y avoir des demandes populaires de réforme du système, des demandes populaires de justice sociale. Comment les différents États vont gérer ça ? Dans un certain nombre de cas, ça va être le glissement vers l'extrême droite. On est en train de connaître ça dans une certaine mesure. Sans oublier les centaines de millions de personnes menacées par les canicules extrêmes et les vagues submersions provoquées par la hausse du niveau de la mer. Certaines régions, est du Brésil, Asie du Sud-Est, Chine centrale, et presque toutes les zones côtières pourraient être frappées par 3 ou 4 catastrophes météo simultanées, voire plus. Sécheresse, cyclones, incendies, inondations, maladies transportées par les moustiques. Vous avez vu qu'il y a des cyclones dans des régions dans lesquelles il n'y avait pas de cyclone avant ? Pourrais-tu bouger le chat à droite ? Ah oui, le chat n'est pas à la bonne place, ça c'était à cause de l'invité ça, bien vu. Et oui, je déplace les trucs, puis après je les remets pas. Voilà, évidemment. Il faut manger local, se rapprocher de nos agriculteurs, producteurs, etc. Oui, mais là, tu vois, Lin Benji, tu donnes des consignes individuelles. C'est bien mignon, mais si tout le système fonctionne autrement, ta petite vertu individuelle et celle des gens que tu arrives à convaincre, ça va pas suffire à renverser toute l'industrie agroalimentaire, à renverser tout un système d'exploitation des gens, d'exploitation des sols, qui fait que ça tourne. Et ça tourne de manière mondiale. Donc les petites initiatives locales face à la force de l'adversaire... Évidemment qu'il faudrait recentrer un petit peu, relocaliser, etc. C'est déjà un bon début. Mais oui, mais là, on n'en est plus à chercher un début. C'est ça qui dit le rapport du GIEC. Vous êtes mignons, vous, les colibris. On n'en est plus à chercher un début. Il y a un rouleau compresseur capitaliste qui a engendré un autre rouleau compresseur, qui est une réaction en chaîne folle du réchauffement de l'atmosphère, de la fonte des glaces, etc. On n'en est plus au petit pas. Même Nicolas Hulot l'a dit, alors que c'est pas franchement un révolutionnaire, un léniniste, Nicolas Hulot. Mais là, il est clair qu'il faut des bifurcations. Voilà. Il y a quand même beaucoup de confus dans le chat, là. J'en sais rien, c'est pas moi qui fais la modo. Force au modo, encore une fois. Manger local, c'est pas forcément plus écologique. Oui, parce que bon, on peut produire aussi n'importe comment localement, mais c'est vrai que c'est quand même un peu plus écologique dans la mesure où il n'y a pas d'aller-retour de marchandises et tout. Mais moi, c'est pas les solutions concrètes dont je parle. C'est le fait que l'échelle à laquelle il faut penser ces solutions, l'échelle, elle peut pas être locale. Il va falloir à un moment qu'on prenne l'État. Qu'on prenne l'État d'une manière ou d'une autre. Alors moi on me dit que je suis un SOSDEM parce que là évidemment il y a une échéance électorale forte qui arrive et si une gauche un peu renouvelée pouvait prendre le pouvoir dans ce pays et moi ça m'arrangerait, ça m'arrangerait pas mal parce qu'on pourrait déjà faire des choses, on pourrait aussi bousculer un petit peu l'ordre international et créer une dynamique même à l'échelle internationale avec un système d'alliance dans d'autres pays qui sont déjà de gauche, on pourrait faire un contrepoids. Voilà, bon bref, je pense pas aux États-Unis d'ailleurs, parce que les États-Unis aussi feront de leur mieux pour maintenir leur... y en a qui se touchent sur Biden et tout, moi je pense pas nécessairement aux États-Unis. Je pense plutôt à des pays, justement, à des pays du Sud. Je pense à... Voilà, bon bref. Vous voyez, donc en gros, si on a les échéances électorales là qui arrivent, j'avoue que mettre un peu de force dans la bataille, ça me paraît pas être de la force tout à fait perdue. En revanche, ouais, on est face à un mur, quoi. On est face à un mur et il va pas suffire de petits pas. Donc certaines régions, est du Brésil, Asie du Sud-Est, Chine centrale et presque toutes les zones côtières pourraient être frappées par 3 ou 4 catastrophes météo simultanées, voire plus, ça on l'a dit. À cela s'ajoutent les effets amplificateurs d'autres... Donc vous voyez, ça veut dire des régions entières dans lesquelles l'humanité vivait assez favorablement et dans lesquelles la vie va devoir se transformer. On vit pas pareil avec 3 à 4 degrés de plus et puis surtout avec des sécheresses, avec des cyclones, tout l'approvisionnement en nourriture justement peut être bouleversé, en eau, il y a des incendies, des inondations, enfin vous voyez le délire quoi. À cela s'ajoutent les effets amplificateurs d'autres activités humaines néfastes pour la planète comme la surexploitation des ressources, la pollution ou encore la propagation des maladies. Je crois qu'on a eu un bel avertissement aussi avec le Covid. L'Amazonie transformée en savane. Or, les êtres vivants les moins à blâmer pour ces émissions sont ceux qui en souffriront le plus. Pour certains animaux et variétés de plantes, il est peut-être même déjà trop tard. Même à plus 1,5 degrés, les conditions de vie vont changer au-delà de la capacité de certains organismes à s'adapter, souligne le rapport. Citant les récifs coralliens, dont environ 500 millions de personnes dépendent,
Parmi les espèces, je vois pas comment on dépend des récifs coralliens. Ah oui, parce qu'il y a du coup, il y a des poissons, il y a un écosystème, il y a des petites saloperies, les petites saloperies, et puis les poissons ils bouffent les petites saloperies et nous on bouffe les poissons. Parmi les espèces en sursis figurent les animaux de l'Arctique, territoire qui se réchauffe 3 fois plus vite que la moyenne. Sur place, des modes de vie ancestraux de peuples vivant en lien étroit avec la glace pourraient aussi disparaître. Les points de bascule, ces éléments clés dont la modification... Alors attendez, je vous lis un peu. Les marées aussi... Ah, les marées vont bouleverser. Vont être bouleversées, ça je sais pas. L'Amazonie transformée en savane, c'est violent. Bah ouais. Ah ouais, ça oxygène les océans, les récifs coralliens. Eh bah tu vois, je savais pas. Ça fait 50 ans que les scientifiques alertent. Bah oui, mais je sais, mais bon. Si vous faites pipi sous la douche, c'est bon. Si vous mangez local, si vous arrêtez de manger de la viande, c'est bon, ça va marcher. Le Gulf Stream qui va s'arrêter. Le Gulf Stream, c'est quoi le Gulf Stream? C'est un courant, non? C'est un courant de flotte. Les récifs coralliens protègent aussi des vagues de submersion. Ah oui, d'accord. Et on va devoir faire des trucs artificiels, là, comme à Venise. Le pipi sous la douche, c'est surtout pour le plaisir. C'est vrai. Le Gulf Stream, c'est une chaîne Twitch. Très bien, bravo. Faut faire caca dans la douche maintenant. On n'a plus le temps. Faut passer au caca dans la douche. Il faut boire sa pisse, là, ça y est. Un peu facile de dire ça. En attendant, le boycott de la viande fournit des idées. Non, mais c'est toujours pareil. C'est toujours pareil. Évidemment, les initiatives locales, les initiatives personnelles permettent de changer les mentalités de gens qui vont eux-mêmes pouvoir être prescripteurs, c'est-à-dire le changement vient souvent des marges. Mais il faut que le centre s'inspire des marges. Il ne faut pas que la marge devienne énorme. Ça ne marche pas. Il n'y a jamais un courant minoritaire qui d'un coup devient plus de 50-60% de la population et puis hop, ça y est, ça change comme ça. Le pouvoir du centre est beaucoup trop fort. Mais en effet, les marges peuvent être prescriptrices et inspirer des projets politiques au centre. Vous voyez l'idée de ce que je veux dire. C'est bien, mais voilà, mais ça suffit pas. Après, c'est mignon de cracher sur l'inutilité d'arrêter de manger des animaux, mais il y a d'autres raisons d'abolir l'élevage avec des intérêts beaucoup plus directs. Non mais sans doute, hein, moi je suis nul. Quand tu parles du centre, quand je parle du centre, je parle du centre, là où les idées diffusent. Par exemple, le centre, chez nous c'est Paris, mais on peut comprendre l'écosystème médiatique qui est au centre de notre vie publique. On peut comprendre la politique, le champ politique, et plus particulièrement l'État. Voilà, tout ça c'est le centre. Donc la marge c'est bien, mais si ça pénètre pas un petit peu, et si le centre à un moment n'est pas un relais pour ces choses-là, voilà. Le centre Hervé Morin, j'opposais marge à centre, voilà. Bref, continuons l'article, parce que finalement on a encore... ça fait déjà 40 minutes qu'on y est, on n'a pas attaqué les régionales. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc les points de bascule, ah oui, les points de bascule, c'est-à-dire ces moments où... les points de non-retour un petit peu, quoi. Ces éléments clés dont la modification substantielle pourrait entraîner le système climatique vers un changement violent et irrémédiable sont aussi au centre des préoccupations des chercheurs. Au-delà de plus de degrés, la fonte des calottes glaciaires du Groenland, de l'Antarctique de l'Ouest, et de l'Antarctique de l'Ouest, apparemment il y a plusieurs Antarctiques, qui contient assez d'eau pour provoquer une hausse du niveau de la mer de 13 mètres. Ça fait beaucoup là, non ? Pourrait par exemple entraîner un point de non-retour selon de récents travaux. C'est pour ça que chaque fraction d'un degré compte, insiste le GIEC, alors qu'un autre point de rupture pourrait voir l'Amazonie transformée en savane. Il n'y a malheureusement pas de remède miracle selon les chercheurs, même si des solutions existent. La conservation, alors c'est bien qu'on arrive aux solutions, peut-être ça fait un petit peu moins la catastrophe, quoi. La conservation et la restauration des mangroves et des forêts sous-marines de varech, qualifiées de puits de carbone bleu, accroissent par exemple le stockage du carbone, protègent contre les submersions et fournissent un habitat à de nombreuses espèces de la nourriture aux populations côtières. Pour les scientifiques, il n'est pas encore trop tard, mais il va falloir très rapidement opérer des changements décisifs, car les niveaux actuels d'adaptation seront insuffisants pour répondre aux futurs risques climatiques. Est-ce que vous voyez aussi en termes de ressources mobilisées ? En gros, il va nous falloir des moyens.
Si on veut, par exemple, voilà, restaurer les mangroves et les forêts sous-marines de Varech, si on veut faire les grands changements dont il y a besoin, aujourd'hui c'est plus pour nous préserver du changement climatique, hein, mais pour s'adapter et limiter les dégâts, si on veut faire ça, en gros, il va falloir mobiliser une quantité énorme de travail humain. De travail humain et donc de capital. Or, les États sont pauvres. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Les États sont endettés, ils sont là à essayer de gérer le capitalisme comme ils peuvent, machin. Hein, vous tirez la conclusion? Où est-ce qu'il y a de grandes quantités d'argent, de capital, qu'on pourrait mobiliser pour orienter autrement le travail humain? On attend Elon Musk, on attend Bill Gates, on attend Bernard Arnault? Ou est-ce qu'on les calme en disant non, là c'est plus possible, vous êtes mignons, mais là vous voyez bien qu'il y a des trucs à faire. Alors pendant un temps ils vont nous dire ah mais on peut vous aider un petit peu. C'est ça qu'ils vont faire. Ils vont dire regardez, j'ai fait une fondation, regardez, je donne un peu d'argent à cette fondation qui restaure les coraux. Très bien, mais là en fait on n'en est plus là parce qu'ils font déjà ça depuis 20 ans, hein. Non mais les vrais riches, bande d'idiots. Et donc il va falloir leur dire, je suis désolé les gars, c'est plus possible. En fait, c'est une question de tuyauterie, vraiment. Il y a des endroits où il n'y a pas de capital, il y a des endroits où il y a du capital, énormément. Ce capital, il est utilisé, déjà il est accumulé, on ne sait pas pourquoi faire. Il est accumulé dans des proportions qu'on n'avait encore jamais vues. Vous avez vu là, l'argent de Bernard Arnault, là, sa fortune qui a bondi de 110 millions, je sais pas quoi, là. Ne serait-ce que pendant la 2020, là, le Covid. Mais il en fait quoi, lui? Il va le céder à ses enfants pour faire de nouveaux milliardaires, etc. Mais ça sert à quoi? Eh ben eux, ils vont s'en servir, eux, pour lutter contre le changement climatique, pour eux. Hein. Ils vont s'acheter des superbes maisons, ils vont s'acheter des îles entières dans le nord, s'y construire de magnifiques villes dans lesquelles il y aura eux et leurs potes. C'est ça qu'ils vont faire avec ça. Ah, c'est à nous de leur dire, je suis désolé les gars, mais là, vous vous êtes donné à grand pouvoir, grande responsabilité. Vu que vous faites n'importe quoi, vous voulez le pouvoir et pas la responsabilité. Comme disait Spider-Man, je crois que c'était Marlène Schiappa qui avait dit ça. Un grand pouvoir, une grande responsabilité, comme disait Spider-Man. Mais bien sûr qu'on leur nationalise leur race, parce que qu'est-ce qui aujourd'hui est l'entité politique? Pour moi, une entreprise, c'est une entité politique. Hein. C'est une entité économique aussi, mais c'est aussi une entité politique. Qu'est-ce qui est l'entité politique aujourd'hui qui incarne l'intérêt général? Alors bah c'est les États qui incarnent l'intérêt général des populations sur des territoires donnés. Après il y a des instances supra-étatiques, hein, voilà, mais genre l'ONU pourrait se pencher peut-être sur le truc. Mais en gros il va falloir calmer les bourgeois. Hein. Merci Antasio. Parce que il va falloir que le pognon repasse de la poche des fortunes privées aux États ou à des instances supra-étatiques qui éventuellement... Mais les États c'est mieux parce que c'est quand même l'espace dans lequel il y a un peu de démocratie. Il y en a encore un petit peu. On est d'accord? On est d'accord ou je pense comme un gros stal? Rapport de l'ONU, Eat the Rich. Bah, va falloir que l'ONU aide les États, ouais. Parce que là, l'Union Européenne, j'ai pas grande confiance. Hein. Ils arrivent déjà même pas à calmer les fachos, alors qu'ils se proclament, oui, l'Union Européenne, c'est le phare des droits de l'homme et de la liberté dans le monde, mon cul. Ils sont même pas foutus de mettre des gros stops à la Hongrie de Viktor Orban, qui vient de promulguer une loi pour dire qu'il faut pas faire de promotion de l'homosexualité ou je sais pas quoi. Ouais, mais l'Europe, c'est la paix. Bah oui, bah... Ouais. Nique la Hongrie, abat l'État. Abat l'État. Mais alors, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre que l'État pour, en gros, pour contrer ces grosses fortunes? Des petits collectifs autonomes, machin, tout ça, ça va être compliqué quand même. Il y a que les États et les institutions supra-étatiques qui ont la force de contrer des gens, hein, parce que bon, on parle de multinationales, il y a évidemment des multinationales, mais il y a aussi des fortunes privées. Des multinationales et des fortunes privées vont pas être contraintes par des petites communautés locales, des confédérations bizarres de communes entre elles qui se sont mises à faire du bio. L'État, c'est les bourgeois. Alors, l'État, pour l'instant, est en effet aux mains de la bourgeoisie. Mais il y a quand même une tension, hein, il y a toujours une tension à la tête de l'État. C'est à nous de mettre la pression pour que la tension penche plus du côté de l'intérêt général que du côté
que du côté des grandes fortunes qui évidemment font ce qu'ils peuvent pour peser sur les décisions des États. On sait très bien comment, lobbying, ça va du lobbying à Macron qui va voir Bernard Arnault à la Samaritaine. On voit très bien qu'aujourd'hui, en effet, l'État est clairement à la main des capitalistes. Bon, ça veut pas dire que l'État est acheté, parce que qu'est-ce qu'on leur oppose aux capitalistes sinon ? Pour le moment, la solution passera par l'État. Bah, j'ai l'impression, moi, qu'il faut reprendre des États. Pas seulement un seul, hein, c'est pas magique, mais il va falloir reprendre des États. Mais moi, là-dessus, j'ai jamais changé de point de vue. J'ai toujours eu ce point de vue-là. Hein. J'ai jamais fait croire que j'étais anarchiste. Hein. Bon. Puis après, il y a une histoire de conjoncture, quoi. Je suis désolé, aujourd'hui, tu peux pas opposer à des puissances telles que les multinationales et les politiques, tu peux pas leur opposer des petits collectifs, des machins, des trucs, des gestes individuels. Ça paraît difficile. Bon, bref. Il n'y a malheureusement pas de remède miracle selon les chercheurs. Donc là, on a dit, voilà, il va falloir sans doute mobiliser de gros capitaux et les récupérer, du coup. Les récupérer, mais quelle va être la force motrice de ça, hein, c'est toute la question. Après, il y a tout un débat sur l'échelle de ce truc-là. Par exemple, les européistes de chez les Verts, il y en a qui sont de gauche, hein, vont dire ouais, l'État, ils aiment pas trop l'État, ils sont très européistes, donc eux ils aimeraient bien une Europe des régions, une Europe qui soit plus démocratique, machin, tout ça. Moi ça j'y crois pas trop. Je crois que l'espace, mais comme beaucoup, hein, je crois que l'espace politique cohérent, pas dans l'absolu, hein, pas dans l'absolu, mais là vu la conjoncture et vu comment se sont construits aujourd'hui les entités politiques, c'est plutôt l'État. Bon, eux, ils disent ça serait pas mal que ce soit l'Europe. Moi, je dis on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Regardez-moi ce bordel. C'est bon, vous avez eu 40 ans là pour faire votre Europe, c'est de la merde. En tout cas, ça montre ses limites, clairement. On s'éloigne un peu de la revue de presse pour des discussions un petit peu générales, là. Je suis désolé. Bon, mais oui, mais c'est parce que là, le sujet amène à ça, quoi. Influer sur les politiques. Bon, nous avons besoin d'une transformation radicale des processus... Attends, il y avait une phrase que j'ai ratée. Pour les scientifiques, il n'est pas encore trop tard, mais il va falloir très rapidement opérer des changements décisifs, car les niveaux actuels d'adaptation seront insuffisants pour répondre aux futurs risques climatiques. Nous avons besoin d'une transformation radicale des processus et des comportements à tous les niveaux, individus, communautés, entreprises, institutions et gouvernements, plaident les chercheurs. Là, évidemment, eux, ils sont en mode on va se priver d'aucune solution, hein, de tout, il faut tout changer de toute façon. Nous devons redéfinir notre mode de vie et de consommation. Le rapport ne sera officiellement publié qu'en février 2022, waouh, juste avant la présidentielle, après son approbation par consensus par les 195 États membres. Si des modifications à la marge peuvent encore avoir lieu, ces principales conclusions ne devraient pas évoluer. Trop tard pour certains scientifiques qui estiment que le rapport devrait être disponible pour les décideurs dès la fin de l'année, avec en ligne de mire la COP15 sur la biodiversité à Kunming en Chine, en octobre, et la COP26 sur le climat à Glasgow, au Royaume-Uni, en novembre. Bon, super timing. Les anarchistes qui résilient l'abonnement à Usul. Mais j'ai jamais fait croire que j'étais anarchiste, moi. Il n'y a pas d'arnaque, hein. J'ai toujours dit que moi j'étais juste de gauche, hein. Moi je suis juste de gauche. Voilà. Et communiste, voilà, je suis communiste. À ce qui paraît. Bref. Allez, on va peut-être faire un petit vote, parce que j'ai décidé qu'on allait parler des régionales, mais on pourrait peut-être faire un petit vote, parce que j'ai plusieurs angles. Désistement républicain, la gauche s'efface, mais à quel prix? C'est un article de Fabien Escalona et Hélène Salvi pour Mediapart. Parole de jeunes, les élections ne sont pas un moyen efficace de changer les choses, un article de Redidja Zerwali de Mediapart, encore une fois, qui elle suit les questions de jeunesse pour Mediapart et essaye d'expliquer comment les jeunes du coup s'engagent un petit peu différemment. Ah oui, bah en plus elle m'en avait parlé de son papier. Parce que je vois le chercheur là qu'elle va citer, que j'avais déjà cité en début d'année, ça rejoint un petit peu ce que j'avais dit dans le OLG le premier OLG de l'année de janvier. Élection régionale 2021, le gouvernement critiqué jusque dans son camp après l'abstention record au premier tour. Donc là c'est plutôt pour se pencher sur, là c'est plutôt de la politique politicienne, de la popole, pour regarder un peu qu'est-ce qui merde là en ce moment, est-ce qu'il n'y a pas déjà des tensions au sein de la majorité. Avec ma femme, on s'est dit on n'ira pas. Le silence bruyant des abstentionnistes au régional. Luc Bronner qui nous fait un article sur les abstentionnistes, mais pas seulement les jeunes, hein, parce qu'il n'y a pas que les jeunes qui se sont abstenus. En tout cas, là, si le but c'était de parler des jeunes, la photo est mal choisie, hein, donc je pense que c'est pas seulement les jeunes.
Après les revers au régional du RN, Éric Zemmour critique Marine Le Pen, parce que finalement, s'il y a bien deux formations politiques qui sortent pas franchement grandies de ces régionales, c'est le RN et LREM, et donc on voit que ça crée des tensions dans leur propre camp. Merci Rey Mysterio, bon courage pour la période électorale. Ça crée toujours des tensions dans le camp, parce que moins on a de places gagnées dans une élection, moins on a de places à redistribuer, vous comprenez bien cet intérêt. Pourquoi des élus LR ont quitté LR pour se tourner vers le Rassemblement National? C'est parce que le Rassemblement National avait de bonnes dynamiques électorales et donc, à terme, pourrait offrir des postes. Des postes, ce sont des ressources économiques. Des ressources économiques, mais pas que. Il n'y a pas beaucoup de différence idéologique entre beaucoup de gens au RN et beaucoup de gens à LR. Hein. Il y a des gens, ils vont choisir entre un groupe et un autre en fonction de est-ce qu'il y a des postes à redistribuer. Est-ce qu'ils vont y trouver une place? Et je dis ça, c'est valable aussi pour Europe Écologie Les Verts et le PS. Il y a des gens qui vont choisir entre Europe Écologie Les Verts, le PS ou même les Insoumis, même si là, bon, entre le PS et les Insoumis, il y a vraiment deux pôles un petit peu distincts quand même. Mais il y a des gens qui vont finalement s'orienter, parce que c'est pas des grands... Tout le monde en politique n'est pas un grand idéologue qui a d'énormes principes. Il y a des gens, ils viennent en politique parce qu'ils aiment l'action publique, parce qu'ils aiment s'engager, parce qu'ils ont envie de faire de la politique. Et ils vont choisir ensuite leur famille, leur écurie, en fonction des ressources que propose ce parti. Donc quand il y a un revers électoral comme ça, quand LREM, mais c'est pas forcément des rails parqués, c'est-à-dire, mais je vois ce que tu veux dire, Bibi, parce que moi, en effet, c'est pas les gens pour qui en politique j'ai le plus de sympathie, parce que moi, c'est vrai que je préfère les gens qui vont faire passer leur combat avant de faire passer la lutte des places. Voilà. Pour autant, il y en a comme ça qui disent, moi, je m'engage en politique, j'ai envie d'être efficace, j'ai quelques vagues idéaux, genre je suis de gauche ou alors je suis de droite. Et je vais aller là où il y a de la place, là où je vais avoir l'impression qu'on peut faire quelque chose. Et ceux-là, ils vont s'orienter en fonction de qui a des ressources à leur distribuer. Et les régionales, clairement, a mis une baffe dans la gueule aux espoirs de ceux, notamment à LREM, c'est-à-dire l'espoir d'avoir un parti autour du président qui a lui-même des ressources à distribuer à ses militants. Bah non, ça marche pas comme ça. LREM, c'est toujours le président point barre. Ça peut suffire parce que le président lui-même peut distribuer pas mal de choses, hein, des places de ministres, des places à la tête d'institutions. Le président de la République a un pouvoir de nomination sur à plein d'endroits dans la République. Mais voilà, Cotarac, à un moment, je pense qu'il s'est dit moi, je suis un peu un rouge-brun, je peux aller chez les rouges, je peux aller chez les bruns. Il a tenté les rouges, et puis après il s'est dit merde, les rouges c'est des vrais rouges, là ils font de l'islamo-gauchisme, j'aurais des meilleures places chez le RN en fait. Et c'est vrai parce que le RN l'a investi tête de liste au régional. Donc peut-être qu'il aura, il me semble qu'il est au second tour dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, peut-être qu'il aura un poste de conseiller régional. Cotarac a jamais été rouge, bah, c'est pour ça que j'ai dit il était rouge-brun. Hein? Vous voyez l'idée. Donc bref. Donc voilà, Éric Zemmour se met à tirer dans les pattes de Marine Le Pen, et Éric Zemmour, franchement, n'a pas de grands espoirs d'être élu, machin, mais son but c'est de peser à l'extrême droite. Et il se pose encore la question, hein, on est mercredi, le Canard enchaîné est sorti. Zemmour, IFOP ou il faut pas y aller. Vous voyez, je vous ai parlé, tiens, donc du coup, ils manipulent, ils essaient de faire des sondages, donc ça c'est dans le Canard enchaîné. Éric Zemmour, l'ultra-droitière starlette de CNews a-t-elle une chance d'atterrir à l'Elysée? L'IFOP s'est penché 2 fois sur la question à 2 jours d'intervalle et sous tous les angles. Oui, parce qu'on va parler des sondages, parce qu'il y a un petit encart dans le Canard enchaîné sur les sondages. Mercredi 16 juin, l'Institut a inséré le nom du journaliste dans une liste de 14 présidentiables et interrogé 901 personnes sur leurs intentions de vote en 2022. Verdict révélé par Le Point, 5,5% seulement ont répondu Éric Zemmour. Pas de quoi remonter le moral du célèbre désastrologue. Éric Zemmour, 5,5%. C'est à peu près autant que Besancenot en 2002, quand je faisais la campagne, quand je collais les affiches. Donc c'est pas énorme, hein. Vendredi 18 juin, second coup de sonde de l'IFOP. Alors l'IFOP fait un deuxième sondage, mais cette fois-ci vous allez voir qui commande le sondage et quel résultat il en sort. Parce que vous allez voir que la question n'est pas posée pareil. Donc cette fois-ci auprès de 1000 personnes, et cette fois-ci le commanditaire de l'étude, c'est un nouveau média en ligne
Livre Noir, dont je vous ai déjà parlé ici. C'est intéressant de faire de la veille sur eux. Je vous ai dit que Livre Noir, c'est la chaîne YouTube des proches de Marion Maréchal Le Pen, qui sont sur la ligne de l'union de la droite. Hein. Éric Tegner, celui qui détient à 49% la société qui fait Livre Noir. Éric Tegner lui-même. Pourquoi j'ai pas les alertes depuis tout à l'heure là? Pourquoi j'entends pas quand ça fait salaud? J'ai enlevé les alertes? Ah, j'ai enlevé les alertes, mais je vais les remettre. Je vais remercier les gens du coup. Non, je vais finir mon propos sur Livre Noir. Oui, donc c'est un truc proche de Marion Maréchal Le Pen et Éric Zemmour, sur la ligne de l'union de la droite, et Éric Tegner s'était fait exclure de LR parce qu'il avait parlé d'alliance avec le Rassemblement National, je crois que c'était à l'époque le Front National, donc il a décidé de faire son propre truc, et donc c'est lui, enfin c'est Livre Noir qui ont commandé un second sondage auprès de 1000 personnes, et la question a changé cette fois. Cette fois, la question c'est, il faudrait mesurer le potentiel électoral de l'éditorialiste condamné pour provocation à la discrimination raciale. Et donc la question cette fois c'est, seriez-vous prêt à voter pour Éric Zemmour ? 5% des sondés répondent certainement, ce qui colle avec sa place dans les sondages de d'habitude. Mais 13% répondent probablement. Donc, on peut parler d'un Zemmour à 18%. Avec cet habile sondage. Dans une vidéo postée sur YouTube, Livre Noir célèbre aussitôt la nouvelle et le Parisien reprend l'info. De quoi faire oublier les articles de presse moyennement flatteurs de l'avant-veille. Les sondés, il faut savoir leur poser la bonne question. C'est pas compliqué, hein ? Et là, il y a les alertes, en effet, et je vais remercier les gens. Voilà pour ce qu'ils vont nous faire. Vous voyez comment on peut manipuler les sondages, enfin, vous voyez comment les sondages ne font jamais que répondre à la question qu'on pose, quoi. Alors, j'ai raté plein de gens, en fait, vu que j'avais désactivé, en fait, les alertes sans faire exprès. Donc, on va remonter un petit peu, je suis désolé. Ah oui, bah tiens, ça, je l'avais dit. Beck Benzen, tout ça, j'ai dit. Skolungard, Kings of Kings, Clioster, Control Z3000, ça on l'a fait, Grivu, Lexi Ramt, Monsieur de la Fox, Lozance Gros Chiffre, Dr Kerry, Saint-Le-Laurent. Je vais pas lire les messages par contre parce que il est déjà 57. Merci, Agnieszka, j'ai déjà dit. Putain, bon, il y en a pas tant que ça en fait. Fluffy Donna. Ah non, si, je vais lire les commentaires parce que des fois ils sont gentils, donc moi j'aime bien, ça me remonte le moral. Fluffy Donna me dit encore une super chemise. Voilà, merde. Encore une bonne raison de rester abonné, merci à toi Ménestrel de gauche. Merci Monsieur Prime Live qui dit bonjour à tous, j'arrive à temps pour le vote. On va peut-être faire le vote, ouais. Merci Sigazo, merci Jivan Boven, voilà. Merci Pandora 2, merci pour la pub pour XY Media, hashtag Pride. Merci Les Poches, merci Andy The Feu, merci Usul pour ton travail, me dit Gaomir. Je te suis depuis l'époque du 3615 et avec Monté, mais ça je l'ai déjà lu. Merci Candem JV, en fait j'ai lu des trucs au pif quand je les voyais passer, mais quand je les entendais pas, je les lisais pas. Bien le bonjour et bonnes vacances d'été d'avance. Moi ce sera que août, hein, je vous ai dit, je serai avec vous pendant juillet. Merci Candem JV. Merci superbe pastèque violette aussi. Merci Canarchicon qui me dit il y a quand même beaucoup de confus faf dans le chat. Oui, bah comme d'hab, hein. Merci JB Fox qui me dit des poutous. Merci Eddie Mitchum, Antasio, Floffinette qui dit hello la gauche. Merci Gionel Lospin qui dit merci pour tout le travail. Merci Sheriff Number One. Babel Vague, Rey Mysterio, bon courage pour la période électorale. Ça va être septembre, hein, c'est septembre où ça va s'accélérer. Merci Izanaki, merci MSAF05, merci Sailor de Terre, merci n'oubliez pas votre viette. Ah, votre serviette, ah oui, je comprends mieux déjà. Il y a 4 minutes, c'est bon, on est bientôt remonté, on a bientôt fini. Merci à Cap Jensen qui disait, là il y a les alertes. Merci Delton XX Sapiens qui dit RN 2ème dans 9 régions sur 13, un vrai revers. Merci Skivilit, Squeaklit, voilà Squeaklit, merci Truc 2MP. Bon, ok. Et All 6415, je te remercie pour tes streams toujours intéressants, ça fait du bien, un peu de point de vue de gauche. Alors, bon. Comment il m'a pas respecté? Bah quoi, n'oubliez pas votre serviette, j'ai dit le truc. Et donc j'avais ça comme angle, j'avais... On va y passer 1 heure, de toute façon c'est bien, on a encore 1 heure. Est-ce que c'est vraiment un revers? Bah il me semble que quand même, hein, en fait, c'est par rapport aux prévisions. C'est pas un vrai revers, bah alors si, c'est quand même un revers si on compare au score de 2015, où les régionales étaient tombées après les attentats, machin. Merci Spirloul et Dominique de Villepinte. Oui c'est ça, Spirloul et Dominique de Villepinte et FK des Basses. Donc voilà, c'est un moins gros score au total, au cumulé du nombre de voix, c'est moins que la dernière fois. Et alors moi, ça j'ai adoré. Régional 2021, quand le RN sermonne ses électeurs déserteurs.
Bon, écoutez, je vais pas faire de vote, je vais le faire comme je le sens, de ce que j'ai à raconter, au moment où j'ai envie de le raconter. Écoutez, hein, fini la démocratie. Merci Nathan LZ. En plus, ça prend du temps, on n'a pas le temps. Vous avez vu le RN qui perd ses nerfs? C'est tellement drôle de les voir engueuler leurs électeurs, quoi. Dans le canard, il y a un petit mot là-dessus. C'est, attends, voilà, la surprise de la chef. Le même Xavier Bertrand a été surpris. Donc Xavier Bertrand a été surpris de voir Marine Le Pen engueuler à la télé dimanche soir ses électeurs qui sont pas allés voter au premier tour. Et Xavier Bertrand a dit, elle vient de commettre sa première véritable erreur depuis 2017. Et là, il va s'agir de lui renvoyer tout le temps, hein. Engueuler ses électeurs. Mais elle est dingue! L'électeur, c'est ton patron dans une démocratie. Elle va voir dimanche le résultat. Et ça va la suivre, ça. L'abstention, c'est pas de la faute des Français, mais des politiques. Ok, Xavier Bertrand. Xavier Bertrand. Mais non, mais il a raison. Là, il a raison. On n'engueule pas les électeurs, quoi. C'est très mauvais comme image que tu donnes, quoi. Très, très mauvais. Merci Morufrit de la Force pour les élections. Oh, moi, je me présente pas, hein, moi, donc c'est bon. Je me présente jamais. Je me présenterai jamais, c'est un serment que je fais. Bon, après, en politique, tout le monde ment. Donc, bon. Xavier Bertrand, le gentil. Non, mais tu vois. Alors, on va écouter le RN qui engueule. Ses électeurs. Parce que Julien Audoul, moi, il me fait peur, hein. Quand il gueule sur les gens et tout, il fait peur. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a leur nature de brute qui ressort. Leur nature autoritaire qui ressort. Vraiment. Et où on voit bien qu'ils respectent pas les gens, les électeurs, le machin. Il y a vraiment leur vraie nature qui ressort, quoi. C'est une vidéo On refait. C'est une vidéo du Huffington Post qui fait la compile de tous les moments où ils ont engueulé leurs électeurs. J'ai raté quelqu'un? Non, j'ai pas raté quelqu'un, là. He's ok. Non, je vous fais le serment que je ne me lancerai jamais en politique. Allons-y. Les premiers résultats de ces élections régionales départementales. 3 grands perdants ce soir. D'abord le RN. Le Rassemblement national donné dans notre première tendance à moins de 20%. 9 points de moins qu'en 2015. C'est une contre-performance. Si vous voulez que les choses changent, vous devez voter. Allez voter, sinon il ne faut pas se plaindre. Râler c'est bien, mais voter c'est mieux. J'adore, maintenant vous allez voter, quoi. Allez! Parce que là, vous râlez, mais maintenant faut voter. Tu sais, t'as leur truc de... Putain, ils croyaient que c'était gagné, parce que toute la presse disait que ça allait être leur tour, et machin, ils ont le seum, un seum du niveau Jean-Luc 2017, quoi. Vraiment. C'est bien, mais voter c'est mieux. Où êtes-vous? Où êtes-vous ce soir? Où êtes-vous ce soir pour faire gagner nos idées? Il les engueule tellement. Audoul, il est... Ouais, il fait vraiment peur, hein, avec sa gueule, là. Ça fait super peur. Prendre 5 minutes de votre temps. Quelques minutes de votre temps dimanche. Réveillez-vous. Réveillez-vous. J'appelle d'ores et déjà les Français à s'intéresser à la politique, parce que sinon la politique s'intéressera à eux. Les Français sont satisfaits de tout ce qui se passe. Il faut qu'ils continuent soit à les voter pour les mêmes, soit ne pas les voter. Mais s'ils veulent renverser la table, s'ils veulent vraiment le changement... Vous êtes en colère contre les Français, là, en fait. Ah, mais moi, je dis les choses clairement, vous savez, et je leur dis dans la rue quand je les vois, il faut savoir ce que l'on veut dans la vie. S'ils veulent continuer comme ça, eh bien, ils ne vont pas voter. S'abstenir, ce n'est pas les sanctionner, cela revient à les laisser en place. On ne peut pas changer cela si on ne change pas les gens qui sont au pouvoir, qui se partagent le pouvoir depuis des années. Moi, j'en appelle à tous les électeurs de Marine Le Pen, allez voter. Bougez-vous, mobilisez-vous, réveillez-vous, allez voter, parce que si vous voulez le changement, eh bien vous ne l'aurez qu'à travers votre bulletin de vote. Déplacez-vous et votez. Moi, j'aimerais pas être électeur du Rassemblement National, hein, et me faire engueuler comme du poisson pourri, là, comme ça. C'est chaud. Donc voilà, ça pue le seum. Bon, qu'est-ce qui s'est passé dans les... Déjà, qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il y a tout un dossier, là... Enfin, tout un dossier. Il y a un encart dans le Canard enchaîné sur les sondages, là. Les sondages qu'on racontait un peu n'importe quoi, du coup. Donc, ils essaient d'expliquer ça dans le Canard. La retentissante gamelle ramassée par les sondeurs dans leurs prévisions sur le premier tour des élections régionales n'a pas forcément entamé leur bonne humeur. L'un d'eux, fort connu et facétieux, explique les raisons du décalage entre ces prévisions et la vérité des urnes. Pourquoi ils se sont plantés à ce point? Pourquoi ils nous ont donné le RN en tête dans toutes les régions et finalement, bah non. Lui, il dit « On ne s'est pas planté, ce sont les électeurs qui nous ont trompés. » Ah,
Le canard s'est prêté lui aussi au petit jeu des comparaisons, histoire de mesurer la perversité du votant. Toutes les listes du Rassemblement national ont, par exemple, été créditées d'intentions de vote de 4,5 à 10,4 supérieures au suffrage réellement obtenu. Ils ont tous été gonflés de 5 à 10 points par rapport à ce qu'ils ont vraiment obtenu. Et ce gonflement systématique se double de colossales erreurs dans l'estimation de la place du candidat frontiste à l'arrivée. Annoncé en tête en Occitanie, Jean-Paul Garot a échoué à 17 points de Carole Delga. Donné premier en Bretagne, Gilles Pénel a fait 5e. Quant à la tête de liste du RN en Auvergne-Rhône-Alpes, il escomptait, donc là c'est Cotarac, il escomptait la 2e place à 12% derrière Laurent Wauquiez, et il escomptait la 2e place à 12% derrière Laurent Wauquiez. Résultat, 3e avec 31 points derrière Laurent Wauquiez. Ces erreurs d'optique ont aussi affecté les listes de la majorité présidentielle, quoique de façon moins cuisante. Merde. C'est pas le moment de m'appeler. J'aurais dû couper. En plus, je sais pas qui c'est. En tout cas, c'est quelqu'un qui sait pas que je fais des streams, donc c'est quelqu'un qui me connaît pas. Qu'est-ce qu'on disait ? Marge d'erreur. Les sondeurs les ont tous gratifiés. Alors là, on parle des marcheurs, là. Merci, c'est Julien Audoul qui vient m'engueuler. Merci Enigui qui me dit il y a peut-être plus de gens que d'habitude qui justement vont voter contre les FAF. Ouais, je sais pas. C'est Jean-Luc qui me dit comment ça tu veux jamais t'engager. On avait une Chirco pour toi. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, donc il y a un redressement, merci Artoben, un retour à l'aquarium en septembre, oui. Les sondeurs les ont tous gratifiés d'un petit remontant de 1,9 à 7 points. Là, c'est pour les marcheurs, les candidats d'En Marche. Soit un peu plus près, tout de même, de la marge d'erreur affectant les chiffres publiés par les prophètes d'Isoloir. Pour une enquête réalisée sur 1000 personnes, celle-ci peut modifier de plus ou moins 3 points, au maximum, le résultat affiché. Le 9 avril dernier, la commission des sondages a rappelé les institutions et leurs partenaires médiatiques à leurs obligations de publier de façon systématique et selon les modalités les plus claires, les marges d'erreur. Mais publier ne veut pas dire tenir compte. Le 9 juin, par exemple, France 3 sort en exclusivité un sondage Ipsos Sopra-Steria sur les intentions de vote dans le Grand Est. Et la chaîne publique d'annoncer Laurent Jacobelli, RN, vainqueur face à Jean Rotner, LR, au 2e tour. Ah ouais, eux, ils sont carrément allés jusqu'au 2e tour. Bon, après PACA, les Hauts-de-France et la Bourgogne-Franche-Comté, considérés côté sondeur comme prenables par le RN, une nouvelle région est donc en passe de basculer à l'extrême droite, ça commence à faire beaucoup. En marge de la marge, donc à y regarder plus près, l'enquête Ipsos France 3 là, a été réalisée auprès d'un échantillon représentatif de la population du Grand Est, composé de 1001 personnes, sauf que seules 408 d'entre elles se disent certaines de se rendre aux urnes. Or, plus le réservoir de cobayes diminue, plus la marge d'erreur grandit. Bilan, à l'issue du premier tour, Rotner, LR, est arrivé en tête avec 10 longueurs d'avance sur Jacobelli, 31% contre 21%. Le 27 juin, à l'issue d'une quadrangulaire face à LR, à la gauche et à LREM, ce dernier n'a aucune chance de l'emporter, le candidat RN. Même si d'ici au second tour, un sondage prévoit le contraire. Bref, vous voyez l'idée. L'idée, c'est que, en fait, plus tu fais un sondage sur 1000 personnes et moins il est fiable, parce que sur 30 000 personnes, bon, tu peux commencer à avoir une petite idée. Hein. Bon, on est d'accord. 1000 personnes, c'est quand même un peu random. Et en fait, pourquoi ils font pas sur plus de personnes? Mais parce que ça coûte plus cher. Et ça prend plus de temps. Or, il y a besoin de sondages tout le temps, en permanence, commandés par des gens qui veulent y mettre, si possible, pas des fortunes folles. Donc, un petit sondage pas cher sur 1000 personnes, sur Internet, ou je sais pas quoi, franchement, ça vaut que dalle. Donc, tous les trucs, en plus, voilà, ce que répondent les gens, enfin, il y a toute une... Comment il s'appelle? Garrigou, celui qui travaille sur ces questions de sondage, là, le chercheur. Je vais regarder si je vous trouve une conf de lui, si vous voulez vous interroger sur... Non, pas Garrigou Lagrange. Alain Garrigou, c'est ça, je crois que c'est Alain Garrigou. Voilà. Le voilà, Alain Garrigou. Bon, là, c'est un entretien. Il n'y a pas un petit sondage. Et qu'est-ce que c'est le plus récent qu'il ait fait, là, sur les sondages? Je sais pas, cette année, il a rien dit sur Internet l'histoire secrète de l'isoloir, machin. Non, les gens le citent. Mais bon, c'est pas grave. Écoutez, je sais pas, on va s'écouter un petit bout d'Alain Garrigou et de ce qu'il dit sur les sondages.
Là, c'est pour Regard, la midinale de Regard que je vous conseille. Bonjour, je m'appelle Alain Garrigou, je suis professeur émérite de sciences politiques à l'Université de Nanterre et je coupe une retraite débutante par le journalisme écrit. Ouais, donc voilà, donc c'est peut-être pour ça qu'on l'entend moins, monsieur est à la retraite. Bon. Alors si vous voulez, l'opinion publique, c'est à peu près ça. Ah oui, l'opinion publique, le fameux article de Bourdieu, hein, l'opinion publique n'existe pas, l'opinion publique est elle-même une construction. Et pour construire l'opinion publique comme un objet, il faut des outils, les sondages font partie des objets qu'on va utiliser pour dire l'opinion publique, regardez, elle est comme ça. Sauf que l'opinion publique, vous pouvez lui faire dire ce que vous voulez, on l'a vu, il suffit de poser une question différente. Je vous rappelle que l'humanité, on en avait parlé avec la patronne d'Attaque, Aurélie Trouvé, on avait parlé du fait que l'humanité avait commandé un sondage pour savoir, écoutez, est-ce que vous voulez qu'on rétablisse l'impôt sur la fortune? Est-ce que vous voulez qu'on augmente le SMIC? Est-ce que vous voulez... Et là, tu peux construire une opinion publique de gauche, hein. Est-ce que les questions d'emploi sont prioritaires pour vous par rapport aux questions de sécurité? Et là, tu peux obtenir des oui, tout simplement. En fait, ça se construit l'opinion publique selon ce qu'on pose comme question aux gens. Le problème, c'est que quand tu produis un sondage, derrière... Ah, sinon, il y a Johan Charlier, on me dit. Le problème, c'est que les sondages eux-mêmes, non seulement ils construisent en choisissant la question, mais ensuite, derrière, si tu diffuses ces sondages un peu biaisés, et tu construis aussi des certitudes dans l'opinion publique que les sondages d'après vont mesurer. Les sondages vont produire leur propre vérité. Si avec un sondage tu dis hop, Marine Le Pen 25%, manifestement elle est sûre d'être au second tour, que ensuite sur tous les plateaux tu dis Marine Le Pen sera au second tour, Marine Le Pen sera au second tour, Marine Le Pen sera au second tour, derrière tu vas le mesurer derrière aussi. Parce que les gens sont tous persuadés que Marine Le Pen sera au second tour, et donc ça va avoir un effet sur leur comportement électoral aussi. Bon voilà, l'opinion publique ça se construit, l'opinion ça se travaille et ça se construit. Et alors donc tu m'as donné comme nom, je vais regarder, c'est Ornithogeek je crois qui m'a donné un autre nom de chercheur, Johan Charlier, qui lui est peut-être plus actif, moi je suis un peu vieux mais... Ah c'est une conférence gesticulée, un autre nombre est possible, d'accord. Mais écoute je connais pas. Johan Charlier, oh, l'ardeur, donc ouais c'est un pote à Lepage, il est statisticien expert dans la manipulation des chiffres. Qu'est-ce qu'il raconte? On va regarder un bout au pif. Il partait du principe que la personne en face, elle était amicale. Ok, c'est comme d'hab, le son est dégueu, merci, bravo, bravo l'ardeur, bravo Franck Lepage, pas foutu de faire une captation correcte. Toujours pareil, hein, toujours pareil. Il a une chaîne YouTube, ah bon. Là, c'est la chaîne à Franck Lepage. Et bah, putain, il met ça en ligne en 2020, on dirait un truc filmé en 2011. On dirait un truc capté en 2011, le son est toujours pas bon. C'est quoi ce travail, Franck Lepage? Franck Lepage, si tu me regardes. Le mec, il a un micro-cravate, là. Prenez le son du micro-cravate. Prenez un ingé son. Prenez un ingé son. Écoutez ça, là, c'est horrible. Qu'elle était sympa. Moi, c'est du principe qu'elle était plus bête que moi. Est-ce que ça faisait de moi un meilleur être humain? Vous voyez, c'est quoi ça? On dirait qu'on a filmé le spectacle des collégiens, là. Fier de défendre une vision du monde où les gens qui ne sont rien n'existent pas, fuck l'oligarchie et leurs chiens de garde, bravo pour ton courage et ta cohérence, merci Sirius Cirrose. Hein, on comprend rien. On avait l'esprit canal, ça c'est l'esprit gauche, mais ça va pas. Bon, bah, bref, les sondages, tout ça, les sondages, on leur fait dire ce qu'on veut. C'est pas le son du micro-cravate. Ah non, mais je vois bien que c'est pas le son du micro-cravate, c'est ce que je dis, je vois bien qu'il a un micro-cravate, mais que c'est pas le son du micro-cravate, ça c'est un... Ça, j'ai pas, ils ont posé un Yeti dans la salle, c'est tout. Ils ont le son du micro-cam, alors c'est pire que tout. Hein. Ah, c'est pire que tout. Et petit rappel, payer les ingé-sons, et pas que en visibilité. Bah ouais. Vous voyez que c'est indispensable les ingé-sons, mais souvent les gens ils se rendent pas compte que c'est un ingé-son, c'est indispensable. Tu peux pas faire un truc, si t'as pas un mec qui prend le son correctement, quoi. Un mec ou une meuf d'ailleurs. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on était? Bon, on va continuer. Qu'est-ce qu'on avait? Ah oui, l'abstention. Je vais faire un petit peu, je vais en profiter pour parler de À l'air libre. Il y a eu des trucs sympas ces derniers jours. Merci Patrick Balcanin qui dit salut la gauche. Le son plus important que l'image. Mais oui, tous les youtubeurs le disent. Dans À l'air libre, il y avait Benoît Hamon et Sandrine Rousseau il y a un jour. Donc c'était le À l'air libre de lundi. Bon, une affiche pas très originale. Hein. Je veux dire, moi je l'ai déjà fait. Mais alors, j'ai trouvé que Sandrine Rousseau, elle était à donf. Elle était turbo vénère et c'était vraiment pas mal. Et en première partie, il y avait un politologue que je ne connaissais pas.
Et qui a fait des analyses sympas. Émission intégralement consacrée à ces élections. Bienvenue dans À l'air libre. Merci Cannelloni al dente. Les Françaises et les Français ont donc voté hier pour le premier tour des régionales et des départementales. Ou plutôt, n'ont pas voté, ou plutôt ont liste la Voilà, Raphaël Chalier, sociologue, simple militant, comment les partis démobilisent les classes populaires. Je ne connaissais pas ni ce chercheur ni son bouquin, mais ce qu'il a dit dans cette première partie d'À l'air libre m'a paru vraiment très intéressant, ça m'a donné envie de lire son truc. Comment les partis démobilisent les classes populaires, il interroge le rôle des partis, et bah moi j'aime bien l'idée d'interroger les partis, plutôt que de les jeter directement à la poubelle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, les partis, on chiote les partis, machin. C'est bien aussi d'en faire une critique pour dire ça pourrait être autrement, ça a été autrement, on pourrait faire mieux. Les partis, c'est important aussi, les partis. Donc voilà, sociologue, Raphaël Chalier, écoutez ce qu'il raconte, c'est pas mal intéressant. Et il n'y avait pas que ça dans À l'air libre. Il y avait un petit sujet de Célia Mebroukine qui est allée à la rencontre des jeunes qui n'ont pas voté. On a appris à se débrouiller seul, sans les politiques. On va regarder ce petit sujet qui dure 5 minutes, 6 minutes 28. Ce petit sujet dans À l'air libre. Avec Yumi Kezou, tu t'es rendu à Creil dans l'Oise. Oui, on s'est rendu dans cette ville de 36 000 habitants où près de 80% des électeurs ne se sont pas déplacés dimanche. C'est 14 points de plus que la moyenne nationale. Et dans les rues du centre de cette ville des Hauts-de-France, les abstentionnistes assument. Vous êtes allé voter hier? Ah non, je n'ai pas été voté dans des heures. Pourquoi? Pas eu le temps, pas intéressé. Non. Pourquoi? Parce que j'avais pas le temps. Non. Vous saviez pas qu'il y avait des élections? Si, mais j'ai pas été. Ça vous intéresse pas? Si, mais j'ai pas été. Non, je peux pas voter. Pourquoi? Ça m'intéresse plus. Certains sont tout simplement dégoûtés de la politique. On a beau voter, mais il n'y a rien qui change de toute façon. Il n'y a rien qui change. On est toujours à la même routine en permanence. Tout le monde promet tout, mais personne ne donne rien. Mais la raison principale, c'est le manque d'informations. J'étais pas au courant. J'avoue que je me suis pas trop intéressée, non, j'ai pas pris d'informations, du coup, si je prends pas les infos avant pour savoir qui voter, non, j'y vais pas. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas eu forcément beaucoup de communication, j'avais pas trop d'idées pour qui voter et j'ai pas pris le temps. Pour le second tour, il va donc falloir redoubler d'efforts. Dès le lendemain des résultats, le maire PS de Creil, Jean-Claude Villemain, a réuni les troupes. Il nous avait donné rendez-vous dans cette salle municipale où les candidats se réunissent pour s'organiser. Jean-Claude Villemain, qui est aussi candidat au régional sur la liste de Karima Deli, annonce la stratégie. Si on vous a demandé de venir, c'est que ce parti des abstentionnistes, il va falloir aller le chercher. Il va falloir que les abstentionnistes nous donnent leur voix. Le mot d'ordre est clair, il faut retourner sur le terrain. Première étape, une école primaire du centre-ville. Sophie Lénaire est candidate au régional avec Karima Deli et la tâche s'annonce ardue malgré ses arguments. Ça a un impact dans votre vie quotidienne. Les transports, c'est la région. Par exemple, les TER qui arrivent sans arrêt en retard, c'est de la faute de la région. On a voulu faire de cette élection un premier tour de la présidentielle, mais en fait, c'est pas vrai. Il y a des impacts, il y a des conséquences dans votre vie. Voilà. Donc j'espère que ça peut vous convaincre de perdre 5 minutes dimanche et d'aller voter. Alors, il y a micro-trottoir et micro-trottoir. Hein. Je vois qu'il y en a qui critiquent un petit peu le micro-trottoir. Il y a micro-trottoir et micro-trottoir. Là, moi, je trouve pas que ce soit absurde d'aller directement voir les gens pour leur demander pourquoi ils n'ont pas voté. Alors, c'est extrêmement biaisé parce que les gens vont donner des réponses qui sont pas nécessairement ce qu'ils pensent au fond. Ils vont donner des réponses, comme on pourrait dire, de bon élève. Ils ont l'impression qu'un journaliste arrive et ouais, ils vont donner des réponses de bon élève. Je sais pas, je savais pas. Ça se trouve, ils savaient tout à fait, mais ils y sont pas allés. Les gens vont pas oser dire ce qu'ils ont sur le cœur, ou alors ils vont être pris de court et donc sortir un truc idiot. Bon, il y a plein de raisons pour lesquelles le micro-trottoir c'est pas fou. Mais bon, c'est pas non plus un exercice absurde parce que là en plus, ils font pas que ça en général quand ils font des petits sujets là comme ça. L'idéal c'est de suivre aussi un tractage. Et là, c'est intéressant parce que tu vois les réactions des gens devant un candidat ou une candidate qui essaie de mobiliser dans son quartier, pour sa mairie ou quelque part. Et tu vois les vrais gens dans la rue qui sont là, oh non, la politique, machin. Ça dit pas non plus rien. C'est à pondérer, ça dit pas tout, mais ça dit pas non plus rien ce que les gens racontent dans la rue. Vous voyez ce que je veux dire ? De rien. Je crois que Creil, c'est la deuxième ville qui a voté le plus pour Karima Deli. Donc pour moi, c'est une fierté. Mais ce qui me désole, c'est l'abstention.
On a 80% des Créois aujourd'hui qui considèrent qu'ils n'ont pas de temps à perdre avec l'élection, qui sont pris dans leur quotidien, qui ne croient plus en la politique. Et moi, ça me désole. J'ai envie de me mobiliser, de leur donner envie de recroire que ça vaut le coup de s'engager, que ça vaut le coup de faire son devoir citoyen, que ça peut avoir des conséquences positives dans votre vie. Au départemental, sur le canton de Creil-Verneuil, c'est un binôme d'union de la gauche qui est arrivé en tête, talonné de près par la droite. Voici l'un des deux candidats, Adnan Akabli. Il est conseiller départemental sortant, mais aussi militant associatif. Au lendemain d'un scrutin boudé par les jeunes, il repart en campagne dans les quartiers de Creil. Dimanche prochain. Dimanche qui vient là. Ouais, c'est ça. Et à la droite et l'extrême droite à nos portes. Ouais, je sais, j'ai vu, ouais. Ouais. C'est chaud, hein. Ouais, donc il faut mobiliser les gens et tout ça. Cédric et tout ça, tes filles. Tu l'attrapes, hein. Tu l'appelles, hein. Tu dis qu'il vient. Hein. Ah ouais. Merci. Ouais. À la dimanche. Mais par contre, ton fils, il n'est pas venu. Je sais. Voilà. Donc tu lui dis de venir, hein. Dimanche prochain. Hein. 80% d'abstention, c'est du jamais vu à Creil. Et du coup, on va aller chercher les votes des abstentionnistes un par un. Mais on est obligé. On est obligé parce qu'on a l'extrême droite et la droite qui sont à nos portes. Et ça nous fait peur. Une peur face à un parti arrivé 3e. Ce qui inquiète Adnan, c'est le report des voix du RN. Donc les voix du Rassemblement national vont aller en grande partie pour la droite pour faire front justement à la gauche. Et vous, c'est quoi votre réserve de voix alors? Les abstentionnistes. Et pour ça, il faut expliquer à quoi ça sert. Tous les collégiens, on va leur donner une tablette pour qu'ils puissent garder le contact en cas de rupture. Ça, c'est la compétence du département. Maintenant, si tu ne tapes pas du poing sur la table en disant « on a besoin », qui c'est qui va le faire? On demande des murs anti-bruit. Ils ont dit non. Par contre, Cofry, tu vois, Cofry, Liancourt, ils ont des murs anti-bruit. Pose-toi la question, pourquoi eux et pas nous? Alors qu'eux, il y a quoi? Il y a 4-5 000 habitants. On est à 37 000 habitants, nous. Tu vois, et on en a plus besoin. Alors pose-toi les questions, pourquoi? Il est là le lien entre nous et le département. Et c'est pour ça que je me présente. L'ambition d'Adnan est grande parce qu'ici, les jeunes n'y croient plus. Il est bon, hein, il est bon, il explique, regardez, ça c'est de la compétence du département, regarde pourquoi à côté ils ont ça et nous on n'a pas ça, machin. C'est pas absurde hein, de travailler son terrain comme ça. Merci pour tout monsieur Usul, c'est fou qu'il se réveille après le premier tour, on savait que l'abstention allait être élevée, ouais mais là on a atteint des niveaux, merci Von Katsura aussi, on a atteint des niveaux, je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est pas normal. C'est pas normal. C'est la crise démocratique, alors je sais que c'est un mot qu'on utilise depuis 20 ans, c'est la crise démocratique, depuis notamment le 21 avril, on est là, je sais pas trop, les gens, ils votent un peu, ils en ont un peu marre, ils se sentent trahis. Non, il n'y a pas d'effet Covid, hein. Il n'y a pas d'effet Covid, arrêtez. Hein. Sinon, non, il n'y a pas d'effet Covid, les gens en ont marre. Les gens en ont marre de ce système, ils en ont marre de cette classe politique, ils en ont... Il y a aussi une crise médiatique aussi, bien sûr. Bah, elle a accompagné, bien sûr. Merci Sodarki, merci pour ton taf Usul et bon courage pour la suite. Mais la crise médiatique, oui et non. Il y a une crise d'hégémonie des médias bien propres sur eux. Qu'est-ce que vous avez avec Code Reno? Ah oui, j'ai vu qu'il a fait une... Bon, je fais une petite incise comme ça, j'ai vu qu'il a fait une vidéo de réponse, je vais pas tout regarder parce que j'ai lancé et je l'ai vu commencer à essayer de manipuler des termes, des concepts, pour essayer d'expliquer des trucs. Là, il est sorti un peu du truc juste provocation, il essaie de dire des choses sérieuses et je trouve ça un peu pathétique. Donc voilà, utiliser des mots quand t'es pas très clair... continue à parler des munitions, quoi. C'est là, je pense que tu t'y connais un peu, mais tout ce qui est politique, vraiment, moi, ça me fait de la peine quand t'essayes. Est-ce que vous croyez encore dans la politique? La réponse qui vous vient en tête? Au jour d'aujourd'hui, non, du tout. Du tout. C'est pas je leur fais pas confiance, c'est je leur consacre pas mon temps, c'est tout. On gagne du temps, c'est tout. Mais dans tous les cas, on a appris à se débrouiller seul, quoi. Ils font des promesses et ils les accomplissent pas, on va dire, et à la fin les gens ils se disent bah ça sert à rien que je vote, dans tous les cas il va pas se faire ce qu'il dit. Donc du coup voilà, moi je pense que c'est ça qui a fait que 90% ils sont pas partis voter. Pourtant tu m'as dit que tu étais allé voter. Ouais, moi je suis allé parce que moi je le connais, je sais de quoi il est capable, j'ai déjà vu ce qu'il a proposé, mais je pense que les gens ils pensent comme ça parce que moi si je l'aurais pas connu j'aurais fait la même chose. Defa, 19 ans, fait le tour du quartier avec Adnan. Selon elle, le Covid a beaucoup joué. Cette année avec le Covid, ça n'a pas été trop médiatisé les élections régionales et départementales parce qu'on n'a pas eu le droit aux réunions publiques à cause des restrictions sanitaires.
Ah oui, pour elle, le Covid a pris beaucoup de place déjà dans l'actualité et tout. C'est vrai que la campagne des régionales a quand même été vachement parasitée par toutes les informations. Genre, le système médiatique aurait plus parlé de ces élections s'il n'y avait pas eu, en effet, le Covid, la réouverture des bars, tous ces trucs-là. Et elle a dit aussi, ça n'a pas permis de faire des réunions publiques. Ouais, peut y avoir ça, mais je pense que c'est marginal, l'effet Covid. C'est vraiment marginal, parce qu'il y a une tendance vraiment de temps long, quoi. Et du coup, ça a beaucoup impacté les absentéismes, du coup, parce que ils ne savaient pas qu'il y avait des élections. Elle est une des rares Crayoises à s'être déplacée pour voter dimanche. Elle était même assesseuse. Et ça s'est plutôt bien passé. Les personnes étaient très polies, ça s'est super bien passé. Par contre, il n'y avait pas beaucoup de votants. Du coup, on s'est un peu ennuyé durant la journée. C'est important parce que, comme ils l'ont dit tout à l'heure, Adnan, c'est comme un grand frère pour nous. Il fallait bien qu'on le fasse pour lui. C'est quelqu'un qui nous ressemble. Si ça avait été quelqu'un d'autre, vous l'auriez pas fait? Je l'aurais jamais fait. Jamais. Si c'était pas présenté, vous serez peut-être même pas allé voter. Je serais même pas parti voter. Parce que les personnes qui se présentent, on les connaît pas, on les a jamais vues dans la rue. On sait même pas c'est qui, ils se présentent jamais à nous. Merci Warlord, et on va creuser je pense ce sujet de l'abstention chez les jeunes, et on va lire l'article de Khadija Zerwali pour Mediapart. Il y a quelqu'un dans le chat tout à l'heure qui a dit ouais la vidéo elle est bof, mais moi je la trouve intéressante quand même, hein. La vidéo elle est bof, mais l'article de Khadija il est top. Donc on va lire ça, on va commencer par ça, enfin on va commencer, à quelle heure il est là? Ah oui, il est 26, d'accord, ok. Dimanche 20 juin, 66,74% des inscrits ne se sont pas déplacés pour le premier tour des élections régionales et départementales. Une désertion des urnes forte chez les 18-35 ans. Hein. Vous là, je crois pas que... Voilà, il y a 53% de mon chat qui dit oui comme d'habitude, 32% disent non, pas cette fois, à la question « Et vous, avez-vous voté ?» Et non, je ne vote jamais, 13% des gens de mon chat, et oui, exceptionnellement. Bon, en gros, vous n'êtes pas très représentatif, hein. Vous êtes plutôt intéressé par la chose publique, hein. Vous représentez pas bien les vrais gens. La super lecture de Body sur l'abstention des jeunes. Maudit a fait tu peux balancer la vidéo s'il y a une vidéo YouTube de Maudit sur les jeunes. Hein. Je suis sûr que c'est top. Bref, donc, on a dit quoi? Selon une étude de l'INSEE publiée fin 2017, moins d'un électeur sur 5 âgé de moins de 29 ans a voté aux 2 tours de l'élection de 2017. Ah oui, déjà de 2017. Merci Gouren Coco, merci Usul pour ces lives du camp du bien. S'il te plaît, continue d'être maigre. Ce n'est pas les camps du bien, ça c'est pas vrai, hein. J'ai déjà dit. Célia est étudiante en BTS comptabilité et gestion à Paris, et le dimanche 20 juin, elle est restée chez elle. Je ne savais même pas qu'il y avait une élection, regrette-t-elle. Mon amie m'a prévenu le jour même, c'était trop tard, je voulais pas voter pour n'importe qui. À Mulhouse, Anna, ancienne salariée de McDonald's en conflit avec son ancien employeur, se dit pas très intéressée par la politique. Et ça c'est terrible. C'est terrible parce que elle a été en conflit avec McDo, machin, c'est une meuf qui a été du coup impliquée politiquement en fait sur le terrain du travail. Sur le terrain syndical peut-être, et elle se retrouve pas dans une élection, elle est pas très intéressée par la politique, elle fait pas le lien quoi. Je n'ai pas déclaré mon déménagement, je n'ai pas fait de procuration, et de toute façon je savais même pas qu'il y avait des élections, dit-elle. En service civique dans une association de promotion d'une monnaie locale, la jeune femme de 22 ans ne vote jamais. Je n'ai aucune raison d'aller voter en fait, ça a pas d'impact sur ma vie je pense. D'accord, donc vous voyez que des gens sont parfois impliqués dans d'autres trucs, mais vont pas voter, quoi. Pareil pour Maud, originaire de Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Je l'ai su au dernier moment, grâce aux réseaux sociaux. Autour de moi, personne n'en a parlé, alors que tout le monde est majeur. Une déconnexion avec l'actualité politique que la jeune femme de 19 ans explique par son départ du foyer familial. Quand j'ai quitté la maison familiale, je n'avais plus la télé. Je me suis complètement désintéressé de l'actualité. Avant, tous les soirs, j'étais devant le 20h de France 2, on en parlait beaucoup avec ma mère, et maintenant que j'ai plus du tout ces échanges, mon intérêt pour la politique s'est doucement éteint. Sur les réseaux sociaux, elle voit défiler des messages féministes, antiracistes, qui concernent parfois l'actualité internationale, mais jamais rien sur la politique partisane. Et depuis sa majorité, Maud n'a jamais voté. La seule attache à l'actualité des partis reste les dizaines de mails que LREM continue de lui envoyer et qu'elle n'ouvre plus depuis quelques années. Merci Lordac. Au lycée, sans trop savoir pourquoi, je me suis inscrite sur le site de LREM. C'était une période où je m'intéressais vaguement à la politique, notamment aux questions féministes. J'ai même traîné ma mère à un meeting d'Emmanuel Macron, et aujourd'hui, je pourrais même pas vous dire si je regrette ou pas, tellement j'ai rien suivi depuis. Célia, elle, n'a jamais poussé les portes d'un parti politique. La jeune femme de 22 ans, originaire d'Elancourt, dans les Yvelines, partage régulièrement des posts sur les réseaux sociaux, parfois pour la Palestine, parfois pour les Ouïghours.
Sensibiliser sur Instagram et Twitter, c'est aussi une forme d'engagement, avance celle qui promet la main sur le cœur de voter pour le second tour. Je n'ai pas l'impression que je peux voter pour mes convictions, mais on me demande d'adopter des stratégies de vote pour que le moins pire soit élu, et ça j'ai pas envie, dit Alcide, 18 ans. Alcide il est militant, hein, militanteux, Alcide de son côté est militant, participe régulièrement aux manifestations et pourtant Yel, Alcide est non-binaire, n'est pas allé voter non plus, c'est pour ça. À 18 ans, Yel fait partie de la section jeune de la Confédération des travailleurs de Grenoble. Ces derniers mois ont été marqués par les rassemblements contre la loi sécurité globale, contre la loi contre le séparatisme et par les blocages lycéens, et pourtant, dans ces espaces politiques, on a peu parlé des élections régionales et départementales. J'ai réalisé le jour même que c'était les élections, et du coup j'ai été prise de court, raconte Alcide. Je n'ai pas eu le temps de regarder les programmes et de me préparer, et en même temps, bon, ça me déprime un peu. J'ai pas l'impression que je peux voter pour mes convictions, mais on me demande d'adopter des stratégies de vote pour que le moins pire soit élu, et ça j'ai pas envie. À Saint-Martin-d'Air, commune près de Grenoble où Alcide habite, le taux d'abstention aux élections du 20 juin a d'ailleurs dépassé les chiffres nationaux, 66,74% au niveau national, plus de 71,22% dans la petite ville d'Isère, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Dans l'école primaire et maternelle où Yel travaille en tant qu'animateur, animatrice, personne n'a parlé de ce scrutin, pas plus dans son cercle d'amis ou dans sa colocation. J'ai l'impression qu'il y a chez les jeunes autour de moi une volonté réelle de s'impliquer pour faire changer les choses, mais pas par le biais des élections. On est déjà dégoûté du jeu politique dans lequel on ne retrouve pas nos idéaux, et surtout on fait le constat que le jeu électoral n'est pas suffisant, parce que de toute façon on se retrouve toujours avec les mêmes politiques. Poursuit Alcide, qui considère les élus comme trop éloignés de sa réalité, même les élus locaux. Alcide, comme Louise, estime que l'action politique se fait ailleurs, dans les associations, dans les collectifs, dans la rue. À 23 ans, Louise est engagée au NPA et à Solidaire étudiant. La jeune femme conjugue sa reprise d'études et son activité militante. Louise s'était organisée en amont, elle avait signalé son déménagement pour pouvoir voter à Lille, où elle habite, et pourtant le jour même, elle ne s'est pas rendue aux urnes. Par manque de temps, s'excuse-t-elle. Alors que pour une fois, je comptais pas m'abstenir. Normalement, je ne vote jamais, mais là, ce sont des élections proches, c'est une échelle qui est à notre portée, et on se sent plus capable d'intervenir si les décisions ne nous conviennent pas. En tout cas, je voterai au second tour, c'est sûr. Je me dis que toutes les actions qui peuvent faire évoluer la situation sont bonnes à prendre, et ça me coûte pas grand-chose, même si je suis consciente que le changement de société n'adviendra pas par les élections. Il y a des... Pourquoi le chat est en feu, Replay Values? Pensez à report les propos et comportements haineux dans le chat. Si on est beaucoup, ça peut aider. Ça manque de ban, là. Vous voulez qu'on fasse une petite pause, là? Genre, on banne à tour de bras? Ça peut être sympa, hein. Parce qu'en plus, quand quelqu'un est ban, bah il est ban, quoi. Ça dégage pour de bon. Ah, c'est sur les Yel et les trucs comme ça, là. Ah oui, ah bah oui, je suis con, j'avais pas pensé. Petite pause ban. Allez, la purge. Allez, faites votre autocritique, sinon on vous dégage. Oui, la non-binarité, ça trigger de ouf. Écoutez, c'est une purge dans le sens de l'intérêt général, c'est-à-dire histoire qu'on puisse discuter de ces questions sereinement. Là, c'est pas le cas, on parle pas de ces questions en plus. Donc, du coup, c'est même pas le sujet. Il n'y a pas de débat sur ces questions, donc on vous demande pas votre avis sur ces questions, sur la non-binarité ou sur l'écriture inclusive. On ne vous demande pas votre avis. Donc il n'y a pas de débat. Donc là, théoriquement, vous êtes en train de... Enfin, très concrètement, vous êtes en train de parler d'autre chose. Et il y a une règle dans ce chat, c'est qu'on parle des choses dont on parle dans l'article. Donc, pour que les gens aussi qui utilisent qui, par exemple, sont non-binaires ou utilisent des pronoms non-genrés, etc., se sentent aussi à l'aise dans le chat, ça suppose de vous dégager si vous venez troller sur ces questions-là. Voilà. Allez, la purge, voilà. Et si vous n'êtes pas content, bah c'est la même chose. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on disait? L'étudiante en sociologie, donc ça c'est toujours Louise, hein, Louise qui est au NPA, et qui est étudiante en sociologie. L'étudiante en sociologie, entourée de militants associatifs et politiques, comprend très bien que des jeunes, même parmi les plus engagés, ne soient pas allés voter. Quand on milite depuis des années, on finit par se dire que peu importe qui gouverne, il y a des problèmes qui sont toujours difficilement réglés et que s'il n'y a pas de travail associatif, rien ne bouge. Le vote, c'est du détail, c'est surtout en continuant à s'investir au niveau local que les choses vont changer. Pierre, 31 ans, calaisien au fort accent toulousain, a fait une procuration à ses parents. Plus pour leur faire plaisir qu'autre chose. Je leur ai demandé de voter pour la France Insoumise, par principe, sans avoir trop lu le programme régional de leur liste.
Je sais pas si c'est ça l'accent toulousain. Ça fait ça l'accent toulousain ou pas, ou je me plante? Il me semble que c'est celui-là plutôt. Et la procuration déposée le mardi avant l'élection n'est pas passée. Peu importe pour lui. Les élections sont le degré zéro de la politique. À Calais, l'intermittent du spectacle passe ses journées à venir en aide aux exilés au sein de l'antenne calaisienne d'Utopia 56. Il oscille toujours entre son dégoût profond pour la classe politique et la crainte de laisser les élections politiques aux mains des décideurs pour lesquels il n'a pas voté. Oui, ça passe en tant que Toulousain. Pierre, c'est le Toulousain. Et il dit: je vote de moins en moins, souffle Pierre. J'ai beaucoup été trahi et j'ai très honte de m'être réjoui dans le passé de la victoire de François Hollande. En réalité, il y a un débat interne que je n'ai pas encore soldé. Je considère que je suis un militant radical. Alors, est-ce que je dois de temps en temps accepter des solutions réformistes? Est-ce qu'on me fait des petites soirées en attendant le grand soir? Je ne sais toujours pas. Des questionnements que partage Ève, étudiante en prépa littéraire au lycée Fustel de Strasbourg. Quand on est en manif, je sais pas faire l'accent alsacien. Moins. Ils disent moins à Toulouse, non? Le Toulousain, il est du sud-ouest, mais de Marseille. Bon, il va finir à Chantal du Cabret. Attention, tu dérives vers Marseille. Mais je sais, mais je suis pas assez entouré de gens qui ont l'accent du sud. À Lyon, je me rends pas trop compte de l'accent de Lyon. Et je l'ai peut-être un peu, déjà, je sais pas. Bref, on va pas partir sur les accents, parce que là, il est déjà 36, on a autre chose à foutre. Mais oui, c'est vrai que mon accent toulousain peut ressembler à mon accent marseillais, et en fait, c'est un peu le même. Ding. Cabrel, c'est... je dis moins. On dit moins. Ouais, c'est ça. Bref. Membre du collectif féministe... Des questionnements que partage Ève, étudiante en prépa littéraire au lycée Fustel de Strasbourg. Quand on est en manif, quand on tracte, quand on se mobilise sur les réseaux sociaux, on a l'impression de faire un truc utile, explique la militante féministe. Pour le vote, c'est le contraire. On a l'impression que c'est très loin de nos préoccupations, et sûrement qu'on a tort quand on analyse les compétences des régions ou des départements. Reste que pour beaucoup de jeunes de mon âge, les élections ne sont pas un moyen efficace de changer les choses. Membre du jeune collectif féministe Supermôme, Ève court de manifestation en mobilisation et pourtant dans son cercle d'amis, dans sa classe, peu ont discuté des dernières élections. Alors, je trouve grave que la seule expression démocratique admise dans l'espace public soit le vote. Pierre, il a raison. Ève est pourtant allée voter, elle ira de nouveau voter au second tour avec toujours une même amertume. J'ai l'impression que depuis que je vote, je fais que faire barrage à l'extrême droite. Si j'écoutais mon cœur, je voterais pour des petites listes d'extrême gauche dont le discours me parle, mais qui en réalité n'ont aucune chance de passer. Si tout le monde faisait ça, on enterrerait les maigres possibilités des gros candidats de gauche, certes, mais je suis fatigué de pas voter par adhésion. Bien sûr que ça me saoule de voter que par stratégie, mais pour l'instant je continue, je veux pas être responsable du succès du Rassemblement national. Même crainte du côté de Pierre, qui n'ira voter à la présidentielle que si Marine Le Pen a ses chances. Mais je trouve grave que la seule expression démocratique admise dans l'espace public soit le vote. On donne un blanc-seing à des élus dont on ne veut pas vraiment. C'est pour ça que Macron fait ce qu'il veut, en sacralisant le vote qu'il a placé là, mais en oubliant qu'on n'a pas voté pour lui, mais contre le Front National. Et depuis, on ne peut rien faire pour l'empêcher, c'est comme s'il nous rendait comptable de toutes ses actions. Dans les rues d'Argenteuil, Malek n'a pas ménagé ses efforts pour pousser les jeunes à voter, souvent en vain. Enfant du Parti Socialiste depuis ses 15 ans, le jeune homme, plus connu sur les réseaux sociaux sous le nom de Malek Délégué. Ah bah oui, c'est lui qui était allé chez Gabriel Attal et qui est chroniqueur, je crois, aux Grandes Gueules, un truc comme ça. Enfin, où il a été chroniqueur aux Grandes Gueules, et chez Hanouna. Chez Hanouna, je suis sûr, aux Grandes Gueules, je suis pas sûr. Malek Délégué. Donc lui, il a quitté les instances du parti et de son mouvement de jeunesse lors du congrès de Bondy en 2018, qui a marqué une énième scission au sein du mouvement des jeunes socialistes. Donc il est plus au MJS. Tu as oublié les cons à place des virgules. Depuis, il a multiplié les casquettes et est aujourd'hui connu comme éditorialiste politique sur le plateau de Balance ton poste animé par Cyril Hanouna. Bien sûr, Malek a voté et vote à toutes les élections. Je suis un socialiste sans parti, mais je continue de m'engager au niveau local. Cependant, le jeune homme de 25 ans comprend les raisons de l'abstention. Je suis persuadé que le peuple français est un peuple politique et que sa jeunesse est engagée, mais les élections ne sont plus forcément les premiers moyens d'expression. Le ton moralisateur qu'ont pris certains responsables politiques pour gronder les abstentionnistes, notamment les jeunes, est insupportable. C'est mépriser et méconnaître toute une jeunesse qui par ailleurs est engagée sur les questions de discrimination, de violence policière, de climat, sur beaucoup d'enjeux politiques. Aujourd'hui, c'est la jeunesse qui est le moteur des mobilisations. C'est vrai, et c'est la jeunesse qui fait bouger aussi les positions politiques.
leader de la gauche. Je pense que quelqu'un comme Sandrine Rousseau est assez inspiré par ce qui se passe dans les mouvements de jeunesse, ce qui se passe dans les mouvements féministes, écolos, des trucs animés principalement par les jeunes. Ça permet d'inspirer. Vous voyez ce que je disais aussi sur la marge et le centre. La marge peut inspirer le centre. Que penses-tu du vote obligatoire avec reconnaissance du vote blanc? Je sais pas, j'en sais rien. De toute façon, on va pas... en fait, c'est là où je suis pas d'accord avec beaucoup de gens. Je pense pas qu'on puisse changer la politique de ce pays en bidouillant 3 règles électorales. Il va falloir faire des réformes quand même de ce type. Mais il s'agit surtout de proposer un projet politique. De proposer un projet politique qui donne envie, un truc de changement. C'est pas juste parce que les gens... en fait, il faudrait un peu plus de proportionnel, un peu moins de ceci, faire le vote blanc, rendre le vote obligatoire. C'est pas ça. C'est pas ça, les gens, ils sont dégoûtés de la politique globalement. Oui, une 6ème République, oui, mais une 6ème République, laquelle, comment, pourquoi? C'est pas juste du bidouillage des règles qui va changer le fait que les gens ne croient plus dans leur classe politique. Je crois beaucoup plus à des réformes des partis politiques qu'une réforme, finalement, du scrutin. Je crois beaucoup plus qu'il faut attendre aussi que les partis politiques proposent autre chose et se réforment aussi eux-mêmes, mettent un peu plus de vrais gens, cumulent un peu moins, ne mettent pas le même candidat 3 élections présidentielles d'affilée, par exemple. Merci Kumquat42, tout changer pour que rien ne change. C'est ça, ouais. Générer des affects désirables, bah oui. Bah oui. Non, puis il faut créer des ponts, faut arriver à créer des ponts entre tous ces petits mouvements associatifs et tout. Moi, je vous renvoie à ce qu'on a raconté aussi avec Daniel Obono, Elsa Fossillon, Sandrine Rousseau et Benoît Hamon dans le live qu'on a fait. Il y avait aussi Salomé Saké qui m'a aidé à co-animer ce live qu'on a fait. Je crois que maintenant le replay est dispo sur YouTube, je vais vous chercher ça. Mais ce qu'on disait à la fin c'était assez intéressant, notamment sur la place des partis, etc. quoi. C'est où? Je trouve pas le débat. Je trouve pas du tout. Ah si, j'ai trouvé. Soirée spéciale, voilà. Gauche. T'ouvres la vidéo, il y a un endroit au pif et ça fait gauche. C'est un bon résumé. Gauche. Vous voyez, là, cette soirée-là, donc là c'est l'antifascisme. Ah merde, je me suis muté. Mais ça fait longtemps? Ça fait longtemps que je suis mute? Ouais, je vous mets le lien dans le chat. Est-ce que ça fait longtemps? 15 minutes? Non, vous rigolez. 1 heure. Non, ça va. Bon, j'ai chaud, putain de sa mère, il est moins le quart. J'arrêterai bien là maintenant. En plus, je suis un peu faiblard parce que j'ai pas bouffé, que j'ai bu trop de café. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire Qu'est-ce qu'on peut faire pour terminer? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme article sous le coude? Parole de jeunes. La gauche s'efface, mais à quel prix? C'est pas non plus le plus intéressant. Ça, c'est de la politique politicienne, ils se tapent dessus. Ah oui, un autre truc sur l'abstention. Dans Le Monde, cette fois par Luc Bronner. Un reportage dans le Grand Est, qui est la région qui a connu l'abstention la plus élevée pour le premier tour. Et donc, Luc Bronner est allé à la rencontre des habitants du quartier de Neudorf, je sais pas comment on dit, ceux qui ont ignoré les urnes, expliquent les raisons de leur choix. Vraiment, c'est un truc... C'est vraiment un truc important, hein, la crise démocratique. Enfin, moi, j'ai pas de solution. Hein. Je vous dis, il faudrait réformer les partis. Faudrait faire des liens davantage avec le mouvement social, parce que c'est quand même fou qu'il y ait autant de gens qui sont engagés parce qu'ils voient que la société marche pas. Neudorf, hein, on dit Neudorf.
parce qu'ils voient que la société marche pas, parce qu'ils voient qu'il y a plein de trucs à faire avancer, il y a plein de gens qui sont engagés mais qui sont dégoûtés par le champ politique, donc qu'est-ce qu'on fait quoi? Merci Tel Gigi. Parle du dernier Au Poste. C'était qui dans le dernier Au Poste? Au Poste c'est quoi? C'est l'émission de David Dufresne. On peut regarder, il y a quoi dans le dernier Au Poste? Ouais, mais je vais quand même lire l'article de... Enfin, je vais commencer à lire l'article de Bronner. Alors, Dave Duf, Yaki, dans le dernier Au Poste. Violence policière, c'était avant-hier. Et il avait invité qui? Plein de monde, il y a plein de monde. Putain, j'ai l'impression que lui, il a des dispositifs techniques un peu mieux foutus que ce que je fais. Hein. Ouais, donc violence policière... Ah oui, c'est en partenariat avec Blast, violence policière, les secrets de fabrication des enquêteurs vidéo du monde. Ah bah on en parlait grâce à l'article d'Arrêt sur Image, du fait que maintenant ils font enfin Le Monde, Libération, font des enquêtes et ils produisent des vidéos avec des infographies, tout ça. Donc oui, j'ai vu que David Dufresne recevait les journalistes qui s'occupaient de ça, qui montaient ces enquêtes vidéo. Alors je sais pas qui c'est. Il y en a plein, Asia Baluffier, Arthur Carpentier, Antoine Schirer et Charles-Henri Groult. Bon, tout ça c'est en libre accès, il me semble, donc je vous mets ça dans le chat si vous voulez regarder et en savoir plus. Bon, là c'est vraiment sur les violences policières et sur le travail journalistique, surtout. Donc, on retourne. Attends, on le coupe. Putain, je fatigue, moi, je fatigue. Qu'est-ce que j'ai foutu de cette fenêtre? Elle est là. Donc, on retourne sur... Le Grand Est. Mémé, tu descends, j'ai trop chaud. Je t'ai dit, Mémé, j'ai trop chaud. Ah. Ce mardi matin, donc le quartier de Neudorf. Karine Ernwein, 47 ans, a fait 100 € de chiffre d'affaires. 10% de marge, autant dire une misère. Sa journée commence à 6h30, elle tiendra, donc c'est au marché, hein. Elle tiendra jusqu'à 12h30 et c'est 6 mètres linéaires de salade, patates, œufs, pommes, oignons et carottes qu'elle produit avec son mari sur des terres en fermage à Furdenheim, en Alsace. Puis elle retournera dans les champs jusqu'à 21h30 afin de s'occuper des fraises. C'est la saison et le gel, par bonheur, ne les a pas abîmées. Alors elle a dit quoi? Elle a dit on survit, on se fait pas de salaire mais on vit avec ce qui reste, mais on a la chance de travailler dans la nature, on est libre, on n'a pas de patron. En général, Karine Ernwein se déplace afin d'aller voter, une question d'éducation et de devoir. C'est vrai qu'il y a vraiment ça hein, dans les plus vieilles générations, il y a vraiment ce truc de c'est le devoir quoi, on va voter parce que c'est comme ça, on va voter et puis c'est tout quoi. Cette fois-ci, elle n'y va pas. Alors ça c'est un problème, si les vieux qui avaient des réflexes de mobilisation, des réflexes genre c'est notre devoir, on va voter parce que pourquoi on n'irait pas voter, maintenant se disent oh j'en ai ras le cul, c'est vrai que c'est inquiétant. Elle explique, elle dit ils savent nous trouver quand ils ont besoin de nous, de nos impôts, et là ils nous ont rien envoyé dans les boîtes aux lettres pour qu'on puisse choisir en faveur de qui voter. S'ils l'avaient envoyé je l'aurais lu et j'aurais décidé, je connaissais même pas leur tête, je me suis abstenu. Ah elle c'est parce qu'elle a pas reçu le matos de propagande électorale. Ok. Karine Ernwein n'est pas politisée, j'y connais rien. En 2017 elle a voté Nicolas Dupont-Aignan. Il était bien, il a disparu au premier tour de la présidentielle, puis Marine Le Pen au second. On pensait qu'elle pourrait faire changer les choses. Ses parents votent Front National depuis longtemps, comme beaucoup dans la partie rurale de l'Alsace, trop d'immigrés selon eux, trop d'injustice lorsque, comme elle travaille d'arrache-pied, on travaille d'arrache-pied sans parvenir à s'en sortir vraiment. Dans les travées du marché couvert du quartier Neudorf à Strasbourg, ville où l'abstention a varié entre les 64 et 79% selon les bureaux de vote. Merci Merlinou, qui me dit Benoît Hamon aura le droit de reparler quand il se sera converti au bouddhisme chauve et aura fait ses preuves en gérant avec succès pendant 2 ans une MJC. Merci de votre compréhension. Qu'est-ce que tu racontes? Colère, ressentiment, incompréhension, fragilité personnelle. Guy Ziegenbein, par exemple, retraité depuis 14 ans, qui se promène avec son chien dans les bras. Sa carrière professionnelle, il l'a vécue dans le secteur des transports. Ses parents étaient à droite, lui aussi, toute la famille en réalité. En 2017, tu miaules ? Mais j'ai chaud quand tu montes. En 2017, il avait voté pour un candidat de droite. François Fillon, un autre, je m'en souviens pas. Au régional, il a choisi de s'abstenir. Sa maladie des yeux le handicape terriblement. Il n'a pas voulu se déplacer. Oui, Mémé. Alors Mémé, elle se déplace là, pour nous emmerder, là. Julien Krez, 26 ans, tient le commerce parental dans un coin un peu fréquenté du marché. Ni lui ni l'autre employé, Andy Gauthier, 22 ans, ne se sont rendus aux urnes. Il cherche une explication et n'en trouve pas vraiment. L'indifférence. On n'en parle pas entre nous, on parle de foot et de meufs. La politique, non.
Quand viendra l'élection présidentielle, ils réfléchiront, mais c'est loin. On parle de foot et de meufs. Bon, mémé dans la gueule. Je n'ai pas voté, j'ai oublié. Daniel Mayer, auxiliaire de petite enfance, 55 ans. Savait bien que des élections avaient lieu, mais le jour venu, elle n'y a plus trop pensé. Trop de préoccupations personnelles, trop de colère aussi. Contre les EHPAD, où les personnes âgées finissent leur vie dans des conditions qu'elles jugent déshonorantes. Et c'est vrai que le Grand Est, ça a été une catastrophe sanitaire dans les EHPAD, pendant la période du coronavirus. Écrivez-le, c'est ça le sujet dont les politiques devraient parler. Comment on s'occupe de nos vieux après des décennies de travail? Son père était plutôt socialiste, maman je sais pas. La politique lui paraît si éloignée. Je ne connais pas bien la droite et la gauche, mais je crois que je suis un peu plus à gauche. Elle a d'abord été graphiste, a élevé son fils pendant 13 ans, puis a été employée au sein d'une crèche. Comme cela ne se passe pas très bien, elle va devoir se contenter d'un emploi à temps partiel en tant qu'agente d'accueil, et mémé arrête de te frotter au micro, ça fait du bordel. Il y a un vrai problème de politisation, en fait. Les gens sont pas politisés, et on a tout fait pour les dépolitiser pendant des plombes en se disant c'est plus facile de gouverner un peuple pas politisé. Bah, vous allez voir que non. Vous allez voir que non, parce qu'il y a des colères, et si elles ne trouvent pas de débouchés politiques, si on peut même pas les formuler politiquement, ces colères-là, bah ça va devenir du n'importe comment. Alors l'abstention, c'est une colère sourde, bien sûr. Je vois pas comment il y a des gens qui peuvent pas, les responsables politiques se disent pas que la séquence des gilets jaunes et cette séquence d'abstention-là participent de la même séquence, en fait. La même grosse séquence de discrédit global de la classe politique. Putain, le parti du président qui fait 10%, quoi. Sur la machine à couper le jambon, Annie Graufel, 65 ans, prépare les commandes des clients, le plus souvent entre 5 et 10 euros. Elle a presque toujours voté, elle aussi, pas cette fois. Sa retraite de pâtissière, elle a travaillé toute sa vie dans le commerce de son mari, donc sans cotiser, n'est pas suffisante. Elle fait les marchés en tenant un stand de boucherie-charcuterie. J'aime ce que je fais, j'aime être active. Elle est bénévole à la paroisse et vote à droite. C'est dans mon sang, comme la charcuterie. Bah dis donc. Son mari, enfant de policier, vote Rassemblement National. Leur fils, 43 ans, s'est toujours abstenu. Les documents de présentation des candidats ne sont pas parvenus à leur domicile avant le scrutin de dimanche. J'ai toujours voté, mon père m'avait élevé comme ça. Mais sans rien pour se faire une opinion, elle n'a pas voulu se prononcer. J'aime la droite et la charcuterie. Christian Gerder, 70 ans, est agent immobilier. Il rentrait de voyage dimanche, il était fatigué, il n'est pas allé voter. Je vote presque à tout pourtant. Il se définit d'une gauche raisonnable. Mais je me retrouve à avoir des idées d'extrême droite. On est à un point où il faut remettre de l'ordre dans la boutique. Putain, merci Manuel Valls. Hein. Trou de balle. Va. Je parle de Manuel Valls. Hein. On est à un point où il faut remettre de l'ordre dans la boutique. Notre système n'arrive pas à régler le problème de la petite délinquance qui emmerde tout le monde. Dans les quartiers, il faut comprendre l'angoisse des gens. Les médecins ne se déplacent plus. Les petits cons qui bloquent les entrées des immeubles. C'est ça ta priorité. Je préférais la meuf qui parlait des EHPAD. Hein. En 2017, il avait voté Emmanuel Macron. ouais, tu parles d'une gauche raisonnable. En 2017, il avait voté Emmanuel Macron. Pour 2022, rien n'est décidé, rien n'est clair. Le diagnostic du RN lui semble pertinent sur l'état de la société. Il doute toutefois de leur capacité réelle à gouverner, alors il décidera au dernier moment, là encore. Putain. À travers les mots des abstentionnistes, comme pour beaucoup de ceux qui sont allés voter, une colère sourde contre le personnel politique. Encore plus avec les discours culpabilisants sur le peuple qui n'assumerait pas ses devoirs en s'abstenant. Merci Bblacab 1312 qui dit quoi? Qui dit merci pour les streams de cette année, essaie de te reposer pour l'année pro. Ouais, lui il va aller voter à 19h59 l'autre. Hein, Donc le ressentiment est profond, violent même. Roger Mitch a commencé à travailler à 12 ans pour aider sa famille. Je partais à pied, j'allais vider des wagons de fruits et de légumes comme j'étais déjà costaud. Je vidais des sacs de pommes de terre. Son instituteur aurait souhaité qu'il poursuive ses études. Son père n'a pas voulu, il fallait gagner de l'argent. Il a passé un CAP puis a travaillé dans l'agroalimentaire. Moi j'ai des poils de mémé dans la bouche, j'en ai marre. Hein mémé, tu me saoules. Je vais te mettre sur le bon coin mémé. Il a voté blanc aux élections régionales. 3/4 des élus sont pourris, les autres le deviennent ensuite. Leur seul souci, c'est leur réélection, quitte à faire des promesses qui tiendront pas. Il avait choisi le RN en 2017 pour la présidentielle, mais Marine Le Pen l'a déçu à son tour lorsqu'elle a déclaré que l'islam était compatible avec les valeurs de la République. On est de plus en plus islamisés, et certains veulent pas ouvrir les yeux. Putain. Michel Guijaroni, 70 ans, ouvrier retraité, n'a pas voté dimanche, alors que jusque-là, il avait toujours participé. Son père, immigré espagnol, votait socialiste. Sa mère, d'origine alsacienne, également. Avec ma femme, on s'est dit on n'ira pas. C'est à cause du Covid, de l'interdiction de visiter les EHPAD, ça a été tellement difficile à vivre, ça nous a mis en colère. Lors de la dernière présidentielle, il avait choisi Le Pen.
Il y a trop d'aide en France, ça incite pas au travail. Aucun regret chez Michel Guijaroni. Comme pour tous les autres, à l'issue de ce premier tour des régionales et des départementales, leur non-vote a finalement eu tellement plus d'impact qu'un suffrage glissé parmi tant d'autres. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est chaud, hein. C'est chaud. Je dis, vous avez dépolitisé, je dis à la classe politique, vous avez dépolitisé les gens, mais vous avez aussi fascisé. Quand je parle de fascisation, je parle de la classe médiatique, je parle de la classe politique, mais je parle aussi de toute la société, quoi. Voilà pourquoi je dis le centre, les marges, le centre. Quand le centre émet tous ces discours-là, tous ces diagnostics-là, quand France 2 choisit de mettre Darmanin face à Marine Le Pen et que l'autre la trouve trop molle, machin, tout ça, bah oui, les gens derrière, ils se disent, ah bah c'est vrai, je l'ai vu à la télé, quoi. Tout le monde le dit. Tout le monde le dit. Si tout le monde le dit, c'est que ça va être vrai. Il y a des effets de prescription qui viennent du centre. Bienvenue en Alsace, ouais, bah oui. Ouais, même Delahousse, il est blasé. Vous avez vu Delahousse blasé, là? En plus, il raconte n'importe quoi. Je veux dire, des gens comme Manuel Valls, des gens comme Marlène Schiappa, qui sont capables de changer de conviction, retourner leur veste, François de Rugy, des gens comme ça, là. Emmanuel Macron, qui est capable de dire tout et son contraire, qui est détestable et qui déteste les gens, enfin, qui n'aime que les gens qu'il admire. Dépolitiser, c'est fasciser, bah oui. Bah oui. Après là, c'est des fachos de longue date. Bah pas forcément. Quand tu vois que voilà, ça votait, les parents votaient socialiste et lui, il vote FN et il est là, islamisation. Il a entendu ça où, à votre avis? Vous croyez que vraiment il est islamisé? Vous croyez que vraiment dans son quartier, il y a des minarets qui ont popé? Non. Il a vu ça à la télé. Pas taper sur le parc floral. Non mais voilà, ça m'énerve. Ils changent de conviction, ils n'en ont pas. Ouais. Bon, moi je vais m'arrêter là, il est moins 4, mais je suis vraiment claqué, donc tant pis. Hein. Tant pis. Qui c'est qui fait quoi? Ah, tiens, Mademoiselle Sony fait un débat sur la méritocratie, c'est intéressant ça. On va aider Mademoiselle Sony et vous allez être sympa avec elle, évidemment. Hein? C'est aussi pour ça qu'on banne les FAF. Ça permet de pas se retrouver à envoyer les FAF sur une autre chaîne. Par contagion. C'est bien ça, la méritocratie. Pourquoi je la retrouve pas dans le truc, là? Attends, j'ai rêvé ou ça existe, ce que j'ai cru voir comme stream? Faut que je bouffe, moi j'ai la dalle. Désolé, un petite forme aujourd'hui. Bah non, c'est ça, M-L-L-E, Sony. Bah oui, mais pourquoi je trouve pas? M-L-L. Ah bah voilà, j'ai trouvé, c'est bon. Tac. C'est bien ça, elle parle de méritocratie, je sais pas quoi. Ah non, on est passé sur Alien Isolation. Ah bah oui, mais ça marche plus, c'est plus pareil. Elle a changé de sujet quand elle a vu que... ah merde, je vais me taper les débiles de... Ah! Tibeti parle de la géopolitique du football. Voilà, bon, on va rester sur de la politique. Ah, désolé, je lance pas le raid parce que Alien Isolation, je trouve ça c'est moins bien que de parler de la méritocratie. C'est la règle, hein, c'est la règle du stream. On raid surtout d'autres chaînes sur lesquelles ça va parler de politique. Et là, je vois que Tibeti est en train de regarder 28 minutes sur Arte. Très bien, très bien. Bon, je vous envoie chez elle du coup. Remarque, tu me diras, il est 58, ça va, je pars pas de temps en avance que ça. Au pire, il y a Jean Polis. Oui, mais Jean Polis, il a pas besoin de mes raids. Il a pas besoin de mes raids. Et en plus, je lui ai déjà fait une pub tout à l'heure. Hein. Demain, 20h, soyez sur le stream de Jean. Voilà. Merci Dax Z qui me dit on devrait investir dans la recherche autour des retournements de veste de Manuel Valls pour développer les énergies renouvelables. C'est vrai. C'est vrai. Elle est très chouette, Tibeti. Enfin, c'est bien, vous la connaissez. Moi, je dis prio aux meufs et prio surtout aux meufs qui essaient de faire vivre des espaces dans lesquels ça discute un peu des sujets de société, des problèmes politiques et tout. Ah, vous avez vu les teasers de Jean Polis? Bon, moi, en tout cas, il n'y aura pas de stream demain midi pour des raisons de tournage de trucs qui vont arriver. Donc, pas de stream demain midi. Il n'y avait qu'un seul stream aujourd'hui. Mais vous comprendrez plus tard pourquoi j'avais besoin de pas mal de temps demain, notamment. Et oui, bah je suis désolé. Allez, ciao, je vous laisse avec Tibeti, soyez sympa avec elle, évidemment. A plus.